Bonjour à tous, bonjour. Normalement on est en live partout, donc bonjour YouTube, bonjour Facebook, bonjour Instagram. Avant de commencer, plusieurs choses hyper importantes. Ce soir je suis tout seul, d'habitude on est deux, mais ce soir exceptionnellement on a eu pas mal de choses à gérer aujourd'hui. Donc je suis tout seul, c'est le premier point. Le deuxième point, hyper important, n'oubliez pas qu'il y a un décalage entre toi et moi. Donc ça veut dire que quand tu me poses une question, il y a un léger décalage avant que je l'ai. Et même pareil quand je vais répondre à tes questions. C'est-à-dire que tu me poses la question, je vais peut-être y répondre et tu auras la réponse un peu plus tard. Bref, on est décalé dans le temps. On rêvait pouvoir inventer une machine à voyager dans le temps. YouTube l'a fait. Voilà. Alors, ce soir, on est avec Nico Pen. Nico Pen, si vous me suivez, vous le connaissez. Bonsoir Nico. Alors, bonsoir à Thomas qui nous a rejoint. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Pensez à liker et à partager, c'est important. Ça m'aide à me faire connaître. Ce soir, on va parler forcément bourse. Ce soir, Nicolas, je suis complètement obligé d'en parler. Je m'excuse. Mais oui, je sais qu'en plus, tu as des choses à dire toi aussi sur le sujet. Donc, on va parler de ça, mais on va aussi parler de connaissance de soi et de personnalité. C'est important de se connaître et tu vas pouvoir en parler ce soir. On va commencer quand même une petite intro pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas. Donc, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu veux, de la façon dont tu préfères. Vas-y, voilà, je te laisse la parole. Attends. Ouais. Malheureusement, il n'avait pas le son. Merci à ceux qui me l'ont dit. J'avais pas le son. Ça y est, c'est bon. Je l'ai réparé. Ça y est, j'ai le son. Je tiens aussi à dire à tout le monde que normalement, j'ai réglé les problèmes de micro. Je me suis couché tard hier soir. Donc là, il n'y a plus de grésillement pour ma partie qui rendait le son inaudible. Donc là, tout est OK. S'il y a le moins de problème, vous pouvez me le dire. On n'a pas le son. Mais c'est bon, ça arrive. C'est OK. Allez, c'est parti. Donc maintenant que tu m'as donné la parole, je peux commencer. Alors, pour me présenter, c'est la fameuse question, qui es-tu, qui suis-je? C'est une question qui est toujours difficile à répondre et surtout contextuelle. Et justement, cette question de qui suis-je, elle est au cœur de mon activité sur le web, au travers de la connaissance de soi, et tout particulièrement un outil qui est juste génialissime, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, qui a, on peut dire le mot, changé ma vie, et qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'enseigner depuis plusieurs années, c'est l'énéagramme, ou les 9 profils de personnalité. Et donc voilà, ça c'est la partie plus publique. Et aussi, à côté de ça, je vis de la formation en ligne depuis 2011. Et donc voilà, j'ai une autre activité à côté qui s'appelle Business de la connaissance, sur lequel j'ai un podcast et sur lequel j'enseigne comment vivre de la formation en ligne. Et voilà, je m'amuse bien. Tu crées du contenu en ligne et tu aides les gens à se lancer en ligne. Tu as une particularité, c'est que tu le fais éthiquement, c'est-à-dire que tu n'es pas dans comment je vais dire, dans les promesses démesurées, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Non, tu fais bien de le préciser, surtout sur cette partie-là, business de la connaissance, d'ailleurs, parce que j'ai été confronté à ça à un moment donné, qu'on soit clair, parce que c'est un public, c'est un domaine, c'est une activité sur laquelle finalement, en fait, la concurrence pousse à la promesse. Donc, c'est là où ça a été difficile, on en a d'ailleurs longuement échangé dessus, et j'ai résisté jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver l'axe d'approche le plus juste et aussi le plus lucratif, disons-le, pour permettre de me différencier du lot. Donc ça, c'est sur la partie plus business. Mais sur la partie connaissance de soi, qui est l'énéagramme, là où je suis très heureux et où j'ai envie vraiment de transmettre ça, c'est de dire que voilà, on a tendance à croire que si tu parles, si t'es que dans la niche du make money, donc une niche que tu connais bien, que je connais bien, c'est le seul moyen de réussir, de performer, de vivre sur son activité, alors que c'est totalement faux. Du moment que tu as un besoin fort, que tu as une audience derrière, tu peux faire des choses très intéressantes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est
tu vas pas forcément avoir le même type de concurrence. Je vois par exemple, toi, dans ton secteur d'activité, l'immobilier, la concurrence, elle est incroyable, elle est hallucinante, quoi. Oui, il y a de la concurrence. Après, là où il y a de la concurrence, il y a aussi un marché. Donc bon, Ouais. il faut. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est problématique, mais je relativise aussi parce que il vaut mieux qu'il y ait de la concurrence que plutôt qu'il n'y en ait pas. Ouais. C'est mon avis. Oui, Hein. oui, Après, ça montre que le marché existe. ça dépend. Mais Si tu arrives en premier sur un marché, ça vaut vraiment le coup quand tu es sûr du truc, quoi. Voilà. Et après, il faut être sûr du truc aussi. ouais, tout à fait. Et en fait, je crois que c'est vraiment une histoire de maturation de marché. C'est-à-dire que Ouais. soit tu arrives au-dessus, et là, c'est open bar. Le premier arrivé, premier servi. Généralement, il y a toujours une longueur d'avance sur les premiers. On le voit sur plein de domaines d'activité. Soit tu arrives en milieu quand il y a tout le monde et que ça prend, et là, tu es bien aussi. Ou soit tu arrives à un moment donné où le marché est tellement saturé que finalement, c'est chaud de tirer son épingle du jeu. Et c'est là où tu es obligé d'avoir une approche qui se démarque radicalement de ce que font les autres. Ça, on est bien d'accord. Alors, on va commencer par parler de ton domaine d'activité. Avant, je vais un petit peu rappeler encore les derniers détails. Alors, d'abord, bonsoir à tous, parce que là, on a du monde qui est arrivé. Donc, très rapidement, bonsoir à Quentin, Mehdi, Nicopole, Nicolas, Michel, à tous les habitués, Thomas, etc. Rapidement, je vais commencer par ça. Je vais vous dire que ce soir, on va parler forcément, donc je l'ai dit tout à l'heure, on va forcément parler de la bourse avec ce qui est en train de se passer, avec Nicolas qui investit aussi, qui a des choses à nous partager là-dessus. Mais ce soir, on va parler aussi de la connaissance de soi, de qui on est, comment on avance là-dessus. C'est un sujet que je trouve personnellement en tout cas assez important. Donc, on va pour ça utiliser l'énéagramme, c'est ce que Nicolas développe aujourd'hui. Alors Nicolas, on va utiliser un livre pour ça, on va utiliser ce livre. Oui, ça me fait plaisir. je lui ai fait une blague. C'est pour ça qu'on rigole. Mauvaise blague. En montrant le mauvais livre. Parce qu'en fait, alors je vais tout vous expliquer. Donc Nicolas a écrit un livre. Et avant de commencer le live, j'ai amené un autre livre sur le sujet. Il y a plusieurs livres sur le sujet. Et je lui ai dit, comme j'ai eu du mal à recevoir son livre, je lui ai dit, on va pour illustrer tes propos, mettre en avant un autre livre. Et il m'a dit non, surtout pas. Non pas qu'il ait des problèmes avec ça, mais c'est ce que je comprends quand tu as écrit un bouquin. Et pour moi-même en avoir écrit un, tu as envie d'utiliser ton bouquin. Il n'y a aucun problème là-dessus, je comprends très bien. Alors rapidement, par contre, si tu me permets, j'ai récupéré des… Alors je pense que c'est des… Comment dire j'ai des illustrations à montrer, tu sais, de l'espèce de petit trou pour qu'on explique un petit peu. Alors je ne sais pas si tu vas être d'accord forcément avec ce que moi j'ai trouvé. J'ai pris des trucs un peu au hasard sur le web. Il ne faut pas que tu m'en veuilles. Je ne suis pas malheureusement… un expert de l'énéagramme comme toi. Donc c'est vraiment ce que je fais là. Il faut que tu le prennes dans le sens où mon but c'est d'illustrer un peu pour les personnes qui regardent. Voilà. C'est un moyen d'étayer le contenu plus qu'autre chose. Donc là, ce qu'on va mettre en fond avec nous, normalement vous devriez voir. Ben non, c'est pas bon. J'ai pas réussi à faire l'effet que je voulais. Je vais mettre en fond. Voilà, j'ai réussi. Ça y est. Je mets en fond, donc vous le voyez, là vous voyez plus mon invité pendant 2 secondes. Je mets un peu en fond alors ça s'appelle comment Nicolas, si tu veux bien expliquer rapidement, c'est une roue, c'est quoi en fait? Ouais, alors j'ai pas le visuel, attends, je vais… Tu vas pas peut-être pouvoir le voir, c'est une espèce… On a les 9 profils énéagrammes. Je vais le mettre sur la vidéo YouTube, comme ça au moins je le vois. Alors attends, ouais, mets-toi… Attends, tu as mis la roue. Je vais essayer de te rajouter aussi parce que je peux le faire. On va se mettre ici pour l'instant et je voudrais ici rajouter en fait Nico. Alors je sais pas encore, vous m'excusez pour la technique. Attends, je vais trouver. Hop. Est-ce que tu la vois cette roue? Il t'entend, il te voit plus, il ne voit que moi, je suis désolé. Tu me dis quand tu la vois. Ouais, alors j'y arrive. Ça va faire boum sur l'audio. Ah ça y est, je l'ai, ok. D'accord, ok. Super, impeccable. Ça permet un peu d'illustrer. Voilà, j'espère. Je vais réussir à te mettre, je pense. Je vais faire comme ça. Ah non, j'ai pas réussi à te mettre. Je vais essayer je vais essayer de te mettre. Je vais essayer de te mettre. Je vais y arriver. D'une manière ou d'une autre, je vais y arriver. T'inquiète pas, je vais faire ça, ça, voilà, et ça, je vais le faire comme ça. Ouvrir dans l'aperçu, ça arrive. Vas-y. On t'écoute. Tu vas impeccable. Donc là, effectivement, vous avez une figure un petit peu bizarre, on pourrait dire même mystique, qui s'appelle donc la figure de l'énéagramme. La discipline d'énéagramme vient de cette figure-là, qui est une figure en 9 points. Éné pour 9,
et gramma pour point. Donc c'est une figure à 9 points qui présente en fait 9 profils de personnalité. Donc là, vous pouvez voir différents numéros de 1 à 9. Vous avez des noms. Moi, je vous inviterai tout d'abord à oublier, à effacer de votre mémoire les noms qui sont présents parce que ce n'est pas significatif des profils. Donc, ce qui va nous intéresser au niveau des profils énagrammes, c'est le numéro. On va dire quelqu'un est un type 1, toi tu es un 3, toi tu es plutôt un 6, toi tu es plutôt un 8. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, la façon de parler. Mais comme toute discipline, au bout d'un moment, il y a un langage, il y a un verbiage qui est bien spécifique. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a 9 profils de personnalité, ou plus particulièrement, 9 familles de personnalités qui sont présentées sur l'énéagramme. Quelles sont ces 9 familles de personnalités? En fait, c'est des modes de fonctionnement inconscients, des façons de voir la vie et le monde qui sont présents à nous depuis notre plus tendre enfance. Et donc, on a ce profil qui naît très tôt dans l'enfance et qui va structurer une partie très importante de notre personnalité. Au point que notre profil énéagramme, c'est très inconscient, donc on ne le voit pas, mais il va driver notre quotidien et en l'espace de, je sais pas, un quart d'heure, le profil énéagramme de quelqu'un va se manifester d'une façon ou d'une autre. Soit par une peur qui va être présente, soit par une émotion qui va être présente, soit par un comportement, soit par une attention à quelque chose en particulier plutôt qu'autre chose. Et on va évoluer au fur et à mesure de la vie. Notez que je vous ai dit, ce n'est pas des profils de personnalité, mais ce sont des familles de personnalité. Ce qui veut dire qu'on peut retrouver, par exemple, si on prend ici le type 7, on peut retrouver plusieurs personnes qui sont de type 7, mais avec des différences. Et avec une façon de gérer le profil différente. C'est un peu comme quand vous avez votre famille, vous avez une culture commune, vous avez des habitudes communes, vous avez des façons de faire communes, vous avez une façon de voir la vie commune, et bien là c'est exactement la même chose. Alors, je vais te couper, je m'excuse dans ton explication. Avant de montrer ça comme ça à brûle sur point, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que moi, en fait, tu veux, l'énéagramme, pourquoi ça m'a touché? Parce que ça m'a touché au niveau du business, en fait. Et je veux quand même recentrer un peu le débat. Je ne vous amène pas Nico comme ça, sorti de mon chapeau. Vous m'avez déjà entendu parler de l'énéagramme plusieurs fois dans les podcasts, ceux qui les suivent, etc. Moi, j'aimerais vraiment que tu expliques un petit peu. D'abord le lien, voilà, le lien business, parce que c'est vrai que c'est marrant, mais moi j'ai tout de suite accroché avec ce truc. J'ai jamais été très fan des horoscopes parce que d'abord je crois pas trop qu'on puisse prédire l'avenir, mais moi au niveau de l'énéagramme, j'ai vraiment la sensation que c'est un outil. D'abord, après tu vas intervenir et corriger ce que j'ai dit qui est faux et ce qui est juste ou pas. J'ai eu la sensation que c'était un outil qui me permettait de mieux me connaître, donc ça a été un premier point qui m'a beaucoup intéressé. Et deuxièmement, qui me permettait de mieux me connaître, mais je l'ai tout de suite pris du côté business. C'est-à-dire que j'ai vu le côté, ça a mis en avant des défauts de ma personnalité que j'avais à corriger dans mon travail en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il faut que je le relise, tu vois. Je vais relire ton livre parce qu'il faut que je le relise. Et ça va m'aider à, je pense, encore corriger des choses parce que je pense qu'on évolue et qu'en fonction de l'évolution, ben, on voit les choses différemment, quoi. Voilà. Totalement. En fait, si tu veux, moi aussi, ça a été vraiment, même au début, ça a été un des axes les plus importants pour moi de travail sur l'énéagramme, c'est comment ça va m'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à mieux performer. Et j'étais beaucoup dans cette notion d'efficience, tu vois. Mais donc, l'énéagramme, en fait, on va même sortir de l'énéagramme pour mieux comprendre ça, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je suis intimement convaincu. C'est que les résultats business que l'on a, quels qu'ils soient, ils sont dépendants certes de notre savoir, de notre savoir-faire, de nos compétences, de nos stratégies, mais le gros point qui va tout changer, c'est lié à l'état d'esprit, au mindset de la personne. C'est ça qui va changer tout. Par exemple, tu as deux personnes qui peuvent faire exactement la même chose. Si on prend l'immobilier, le cas de l'immobilier, tu as deux personnes qui vont investir dans l'immobilier. Tu en as un en termes de mindset qui va investir sur un immeuble d'un coup et un autre qui va investir sur l'achat d'un parking d'un coup. Et là, on se rend compte que finalement, ils vont appliquer le même source d'effort, la même stratégie, sauf qu'au départ, la façon de voir le business est différente de l'un de l'autre. Les limitations mentales, tout ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux, parce que je sais qu'en plus ça te concerne un petit peu, je pense que tu n'auras pas de problème pour que j'en parle. En fait, tu me dis si ça te gêne. Hein. Mais je sais qu'au début de ta carrière d'entrepreneur, tu avais un peu des problèmes avec l'argent de manière plus large. Totalement. Est-ce que toi, ça t'a aidé l'énéagramme, par exemple, dans ton rapport à l'argent?
Ouais, ça m'a vachement aidé parce que sur mon profil, il y avait lié à une forme de peur qui était liée à ça. Donc ça m'a permis de bien cibler quelle est cette peur-là. Et on a même un profil secondaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous lirez le bouquin pour avoir plus d'infos. Mais sur mon profil secondaire, eh bien, il y a d'autres choses qui rentraient en jeu, qui m'ont permis de mieux cerner. Mais en fait, c'était pas un truc de genre l'argent c'est sale, l'argent c'est mauvais, même s'il y avait un schéma familial qui était compliqué avec l'argent de mon côté. C'était plus des peurs profondes et des compulsions vis-à-vis de l'argent. Je comprends. Et quand j'ai réussi à comprendre ces compulsions et les savoir, et même aujourd'hui encore, tu vois, j'ai eu une énorme progression dans ma relation à l'argent, mais aujourd'hui, j'ai quand même cette petite veille qui me dit, ah tiens, tu peux partir là-dessus, sois vigilant, modifie ta façon de faire. Et en fait, pour revenir au point de départ, c'est que en fait, la connaissance de soi, c'est apprendre à connaître qui tu es au fond de toi. Et qui tu es au fond de toi, eh bien, ça va te permettre de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi ce que tu fais, ça va, pourquoi tu peux arriver à t'auto-saboter, parce qu'on s'auto-sabote tout à un moment donné, de quelle façon et comment améliorer ça. Si à un moment donné, tu vois par exemple un set qui part partout et qui ne finit jamais rien, qui commence un truc et qui n'arrête jamais, eh bien, sur ce set-là, à un moment donné, il a conscience de cette gourmandise, de cette boulimie, et arriver à modifier ça. Alors c'est marrant, c'était là où je voulais aller. Je me suis toujours demandé pourquoi quand tu vois une chose écrite sur toi, ça t'impacte autant. Et en même temps, je pense qu'on a besoin de ça pour changer. Et ce que tu viens de dire, moi, ça m'a vraiment... je me reconnais, tu sais quoi, après, bon, ça c'est des interprétations individuelles, tu n'es pas forcément d'accord avec mon analyse de mon profil de personnalité, mais ça c'est le problème de chacun, on va expliquer un peu le contexte, voilà, c'est un autre sujet. Il y a un point qui est hyper intéressant et que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir, voilà, prenez le temps de vraiment chercher, je vous fais venir des gens parce que moi en tout cas ça m'a aidé dans mon évolution, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Il y a cette phrase qui est bateau que tout le monde dit tout le temps, connais-toi toi-même, et je crois qu'en fait on se rend pas compte à quel point c'est vrai, et c'est vrai que si tu apprends à te connaître, tu apprends à accepter, c'est le plus dur, à accepter ses défauts, et quand tu apprends à accepter tes défauts, quelque part tu apprends à travailler dessus, tu acceptes de travailler dessus. Et en acceptant de travailler dessus, tu t'améliores en fait. Et moi, je sais qu'en tout cas, l'énéagramme aujourd'hui, je me rappelle, écoute, je vais être franc avec toi, je crois que tu connais un peu l'histoire de mon côté avec l'énéagramme. Pour le coup, c'est pas toi, c'est Lorenzo qui est passé aussi sur la chaîne, mon ami Lorenzo, qui un jour Lorenzo me donne le bouquin, il me dit, tiens, t'as besoin de ça. Et honnêtement, quand on m'a donné ça, l'énéagramme, je vais te dire publiquement, hein, je me suis dit, c'est quoi cette secte? Ça a été mon premier réflexe. Ouais. Alors tout à l'heure, tu as dit l'énéagramme 9, c'est vrai que quand tu l'expliques, en fait, on comprend mieux. Mais moi, ça a été mon réflexe. Je me suis dit, ça, c'est encore un truc de secte et tout. En plus, bon, toi, c'est un tout petit livre, quelque part, c'est vachement moins impressionnant. Lui, il m'a donné un espèce de gros livre comme une Bible, tu vois. Je me suis dit, mais je dirais jamais ça, en fait. Et en fait, il m'a dit, alors ça aussi, je vais l'expliquer, tu confirmeras. Donc, en fait, je vous remonte rapidement l'image, tu vois, il y a 9 profils. Ah, ben non, du coup, je l'ai plus. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a 9 profils. Donc, ici, vous voyez le dessin que Nico a interprété en montgolfière. Il y a 9 profils. Et vous n'êtes pas, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais figure à l'intérieur. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre en fait. Vous prenez simplement en fait le profil qui semble vous correspondre. Donc vous avez des descriptifs de profil au départ. Vous prenez la descriptif qui vous correspond et là vous creusez sur votre profil. Et tu me confirmeras si ça fonctionne comme ça ou pas. Hein. Mais moi voilà, et j'ai appris des choses sur moi qui m'ont permis de changer dans mon travail des points importants. Et tu vois, en parlant avec toi ce soir, je vais le relire parce que je suis sûr qu'on évolue et en relisant ses défauts, on avance encore sur son travail personnel et ça nous permet de gérer des aspects de notre vie qui sont des freins, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, dans notre travail. Voilà. Je te laisse un peu la parole. Ouais. Oui, totalement. Tu as vraiment bien synthétisé les choses et c'est le travail d'une vie en fait. C'est vraiment un travail de vie, mais il ne faut pas prendre peur quand on dit ça. Tu vois, on peut dire ouais, non, mais ça va être relou, machin, tout ça. Au contraire, parce que tu peux avoir un résultat qui est efficient dès le départ et après tu travailles, tu évolues, tu t'améliores et tu progresses là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant sur l'énéagramme, l'idée de fond, c'est qu'on n'a qu'un profil, on garde ce profil toute sa vie, mais on évolue dessus. Moi, j'aime bien prendre l'exemple. Tu prends l'abbé Pierre, Pablo Escobar, c'est le même profil énéagramme. Et c'est ça qui est super intéressant. Sauf que tu vois que la relation qu'ils ont, ou même Trump, il a le même profil que l'abbé Pierre.
Tu te dis, what the fuck? Et que Pablo Escobar. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que tu as un niveau d'évolution. Tu as un grand philosophe indien qui s'appelle Radu Krishnamurti, qui est un grand nom de la philosophie indienne. Et à côté de lui, tu as Mike Tyson, qui sont sur le même profil Enneagramme. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, c'est marrant. Donc Mike Tyson et Eminem. Et en fait, quand tu regardes au fond, tu te dis putain, mais en fait, c'est trop logique. Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, chacun va arborer son profil de façon différente. Certains vont aller sur des parties très pathologiques. Tu vois, si on prend par exemple Trump, qui bon, lui a d'autres soucis pathologiques, mais bon, on n'est pas sur la psychopatho là. Mais, ah oui, non, on va pas quand même pas. Et de l'autre, tu peux arriver sur la quintessence de ton profil, comme le fait par exemple, comme l'a fait l'abbé Pierre ou comme l'a fait d'autres qu'on ne connaît pas. Et il faut bien garder en tête qu'on a notre identité profonde qui est en nous au départ, et comme on doit s'adapter au monde extérieur, tout petit et enfant, du coup, on va adopter des modes de fonctionnement, on va s'intéresser à des choses qui vont être plus fortes, mais qui vont nous détourner de la profondeur de notre être. Je prends par exemple le 2, tu vois. Le 2, c'est un profil, tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin de ressentir l'amour des autres. D'accord. Par contre, de lui, il a un gros enjeu, c'est qu'il pense dans sa vision du monde que s'il ne donne pas d'amour, il n'en reçoit pas un retour. D'accord. Et il va structurer tout son mode de fonctionnement pour être aimé des autres. Comment je fais pour être aimé des autres? Ben, je les aide, je les flatte ou je les séduis. D'accord. Et donc, ça développe des comportements, des attitudes qui vont permettre de nourrir ça. Alors quand tu as un 2 qui fait du business par exemple, qui est tout le temps en train de se sacrifier pour les autres, qui est tout le temps en train de faire 10 000 trucs pour les autres et qui prend pas assez de temps pour lui évoluer sur son propre business, comment ça se passe? Ouais. Bon, ça c'est un exemple caricatural, mais à côté de ça, un 2 qui comprend que lui, sa force c'est d'aider les autres, et bien du coup il peut développer un business qui soit à l'appui des autres, qui mette en avant les autres. Et là, du coup, l'approche qu'il va avoir du business, elle va se faire de façon différente. Par exemple... Du coup, attends, je te coupe. Du coup, tu penses qu'en fait, cette espèce de besoin qui va finalement pervertir un peu la relation, elle doit être travaillée pour permettre à la personne d'aller au-delà? Tu as deux choses, en fait. Tu as les trucs qui te font chier dans la vie. En fait, on va partir d'un principe simple, c'est que on a tous des défauts, on a tous des choses qui nous pourrissent la vie, qui pourrissent la vie de nos proches. Moi aujourd'hui, j'ai une vision. Avant, j'avais une vision très perfectionniste, qui est faut corriger. Aujourd'hui, je pense de façon très différente. Tu regardes tout ce qui va pas, que ce soit pour toi ou pour les autres, et te poser la question essentielle, est-ce que c'est véritablement un problème? Et en fonction de ça, voilà, et en fonction de ça, tu ajustes. Voilà, si c'est un problème pour toi, si c'est un vrai problème, à ce moment-là, on améliore les choses. Si c'est pas un problème aujourd'hui, ben c'est pas grave, on a le droit. Ça, c'est le premier point. Ensuite, second point, on a des points de qualité de compétence. Tu vois, moi, on se connaît, ceux qui nous écoutent ne me connaissent pas forcément, moi, c'est mon côté mental, mon côté stratégie. Mon côté faire des liens avec plein de choses. Ça, c'est un point de force chez moi. Ben, comme je sais que c'est mon point de force chez moi, eh bien, autant l'amplifier, autant l'utiliser à bon escient. Plutôt que d'aller chercher un point de force que je vais voir chez les autres, comme par exemple certains qui vont être très orientés objectifs, qui vont être orientés très aller en force ou autre, c'est pas mes points de force à moi. Donc, plutôt que d'aller chercher à imiter des personnes qui ont des compétences que moi je n'ai pas, et que si j'essaye de bosser pendant 2 ans, je serai juste moyen, alors que sans rien faire, ils sont excellents, autant aller sur les points où je suis excellent moi-même et capitaliser là-dessus, quoi. Mais ouais, je comprends. Donc c'est... Ouais. On va aborder pas mal de sujets ce soir, parce que je te rappelle qu'on va devoir parler de la bourse ce soir, ça sera obligatoire. Ouais. Tu vas devoir y passer. Mais ça va avoir un lien avec toi, vous allez voir que ça va être une émission intéressante. J'ai quand même un dernier point à voir avec toi sur l'énéagramme. Alors, rapidement, Nicolas, il a écrit le petit livre de l'énéagramme. C'est un livre qui coûte 3 €. Hein. Voilà, je vous précise quand même.
sans parler d'argent. Non, Bon. Nico, tu peux pas dire ça, il est pas si cher. Il est à 2,99 €. Excusez-moi. Et 1,99 € en numérique. Voilà, 1 euro, je ne savais même pas, tu vois, c'est intéressant. Bref, il a écrit ce bouquin. Moi, j'ai une question à te poser qui m'intéresse encore aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on peut changer? Que tu penses que, par exemple, j'ai un gros défaut et en travaillant dessus, alors avec l'énéagramme par exemple, je découvre mon défaut, je peux arriver à le changer. Est-ce que tu penses oui ou non que c'est possible que l'être humain change? Alors, c'est une très bonne question. Tu sais que j'en avais fait un très gros article sur mon site d'énéagramme, justement, il n'y a pas longtemps, qui est en fait, je vais te répondre. Alors, non, on ne peut pas changer. Ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir pourquoi. Pour moi, on ne change pas. Dans le sens où changer, ça veut dire que tu n'es plus, ou tu enlèves ce que tu as été. Changer, c'est, par exemple, j'aime pas, tu prends un gamin, j'aime pas la dernière Tortue Ninja, je vais prendre un Power Ranger. Je change, je remplace par l'autre. Par contre, l'énéagramme et le développement personnel, la spiritualité, les outils de psychologie ou le business, je vais tous les inclure parce que c'est tout pareil, ce sont des moyens, non pas de changer, mais de faire ce que savent le mieux faire les Pokémon, c'est évoluer. Les Pokémon, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça dans la phrase. Moi, je veux quand même que tu saches que je suis de la génération que si tu regardais Pokémon, t'étais vraiment un loser. Mais ne le prends pas pour toi. Hein. C'était pas. Je sais pas. C'était. Voilà. J'ai jamais aimé les épisodes des Pokémon. Moi, non, jamais trop aimé non plus, mais c'est comme ça. Un jeu, c'est intéressant. Mais donc, tu penses qu'on peut évoluer, mais qu'on peut pas changer. C'est ça en gros, si je résume. C'est même pas, je pense. Je suis intimement convaincu qu'on évolue. Et l'évolution de ce que tu es, elle va te faire grandir, elle va te faire avancer. Mais si tu pars du principe que tu changes, ça veut dire que tu fous en l'air tout ce qui a été de ton être. Et il y a des trésors qu'on a du petit garçon, de la petite fille qu'on était, qui sont juste d'une puissance énorme. Eh oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce serait con de les jeter. Tu vois, par exemple, quand j'étais gamin, moi je faisais de la vidéo avec les copains, quoi. Ah ouais. Moi, je n'oserais jamais le mettre sur Internet. J'ai commencé les vidéos, j'avais 17-18 ans. Je pourrais jamais les mettre. J'ai des vidéos. On avait pris du jambon et du ketchup. Tu sais, on faisait les opérations. On avait fait un scénario. On était en train d'opérer. Après, on n'avait pas le permis. On avait récupéré les clés de la voiture au père à un pote. On avait volé des panneaux. On se filmait dans la voiture et pour faire genre qu'on conduisait, on avait les copains qui passaient avec les panneaux dans la main. J'oserais jamais mettre ça sur Internet. Je l'ai encore la vidéo. Elle est énorme. Bon. Alors écoute, c'est très bien. Maintenant, je vais faire la transition avec là où je veux t'emmener ce soir. Très rapidement. Tu es au Chili ce soir. Tu es en direct du Chili. Ouais. Il est quelle heure chez toi? 11h39. 11h39 précisément. On a Thomas qui nous a posé une question avant que j'attaque le dur du sujet. Si tout le monde corrige ses défauts, est-ce que tout le monde va être aseptisé? Ah non, c'est tout le contraire. C'est que il y a deux choses en fait. Et c'est je dirais une putain de bonne question. Parce que c'est une question que moi je me suis posée au début où je me suis intéressé au dev perso. C'est que, en fait, corriger ses défauts, si c'est pour ressembler à ce que la norme, à ce que le monde extérieur attend de nous, certes, ça va nous faire de nous des êtres aseptisés. C'est-à-dire que je vais me corriger, me transformer pour aller sur ce que la masse, on va dire, ce que le grand public va aimer de moi. Or, corriger ses défauts, j'ai vraiment pas dit corriger tous ses défauts, c'est vraiment s'améliorer. C'est pas la même chose. Et s'améliorer, c'est revenir au fond de son être. Et revenir au fond de son être, c'est aussi arriver à affirmer son identité. Donc, au-delà d'être aseptisé, la personne qui est aseptisée, c'est la personne qui veut plaire à tout le monde. Parce que finalement, c'est ça, c'est je veux plaire à tout le monde. Mais finalement, je ne suis plus moi-même. Mais plutôt que d'être cette personne-là, c'est d'être une personne qui est incarnée et qui est ancrée, alignée. Et une personne alignée, généralement, elle est polarisante. C'est soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Sauf que le truc génial, c'est que toi, eh bien, en fait, tu t'en fous royalement à un moment donné,
et tu avances et tu es bien avec toi et tu es bien avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Ah oui, l'idée c'est de se centrer sur, enfin se centrer, c'est un peu égoïste, mais après bon, moi c'est une thèse que j'ai tendance à soutenir. Comment tu veux être bien avec ton entourage si t'es pas bien avec toi-même déjà au départ? Et pour moi, le bien avec les autres passe par le bien avec soi-même. Donc du coup, il faut l'accepter quoi. Je vais faire ma transition maintenant, Nico, et vous allez comprendre pourquoi je voulais qu'on parle. Ça tombe très bien que tout ça soit arrivé aujourd'hui. Donc Nico, tu le sais peut-être, mais l'argent et les émotions humaines sont l'ennemi de l'argent. C'est ma croyance personnelle, c'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas tes émotions, si tu ne maîtrises pas la personne que tu es, tu peux gagner beaucoup d'argent et ne plus en avoir à l'arrivée parce que émotionnellement, tu auras mal géré l'argent en soi. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, Nico, il s'est passé une chose hier. Je vais remettre un graphique, je suis un peu obligé, et je vais en parler avec toi ce soir parce que ça va être intéressant. Alors, on va parler bourse. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. J'aimerais bien peut-être, si je pouvais rajouter, est-ce que si je fais ça, je crois que c'est bien. On nous voit tous les deux. Là c'est parfait. Je crois que j'en ai rêvé. Je ne pensais pas que je le ferais. Je réactualise la vidéo YouTube. Normalement, vous devriez me voir et vous me confirmez que vous nous voyez. Donc, s'il vous plaît, bien tous les deux, c'est-à-dire Nico, moi et le fameux graphique. Alors, je ne sais pas si je suis sur le bon graphique par contre. Je suis sur le Brent. Là, on va faire ça comme ça. Voilà, on va se mettre ici. Je ne sais pas si tu es au courant, mais hier, il s'est passé une chose. Donc, tu as le pétrole WTI qui n'est pas le Brent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais hier, on a eu un crash violent. Je ne sais pas si tu vois la courbe là ou pas? Ouais, je l'ai, ouais. Voilà, alors je te montre quand même. Regarde un petit peu. Voilà. Si on remonte il y a pas très très longtemps, on parle d'un produit qui se vendait à 60, 50 $. Et qui hier a clôturé à si tu le veux, je te le donne. Donc là, émotionnellement, tu as intérêt de te connaître. Parce que si tu en avais. Et puis personne. Le problème dans ce genre de situation-là, c'est que. Alors attends, pour que ce soit cohérent, il faut que je fasse comme ça là. Tu vois, dans la situation qu'il y a sur la gauche de votre écran, alors excusez-moi, ça s'est mis à jour. Le problème dans ces situations-là, c'est qu'il faut arriver à maîtriser ses émotions. Alors, Nicolas, je suis chaud là. Je sais pas si tu sens, je suis chaud pour en parler avec toi. Ouais, je vois ça. Ah, je suis très chaud là. Avant même qu'on parle on va parler de la situation. Vous inquiétez pas, ce soir on est obligé d'en parler. Mais je veux que Nicolas un peu nous aide sur le côté psychologique parce que c'est un peu intéressant. Toi, qui est dans la connaissance de soi, comment on fait quand on est dans une situation comme celle-là? Donc là, je vais rebasculer sur l'écran plein avec toi. Comment on fait pour maîtriser un petit peu alors attends, c'est celui-là, pardon. Je sais même pas comment je dois faire en fait. Comment je fais? Oui, non, c'est comme ça que je dois faire. Voilà, j'ai compris, comme ça. Comment on fait pour maîtriser finalement ces émotions quand on se retrouve dans la situation où tout s'effondre autour de nous, on perd tout l'argent qu'on a. Alors on le perd pas en fait, il faut que je précise quand même. On possède quelque chose, on va pas prendre ton livre, je possède cette bouteille d'eau, j'ai mis 100 000 € pour avoir ce que j'ai dans cette bouteille et au moment où tout le monde s'en va, je veux la vendre à quelqu'un mais plus personne ne veut l'acheter. Émotionnellement, comment on fait pour maîtriser ça en fait? Comment on arrive à contenir cette émotion-là? Alors moi déjà je dirais il faut pas la contenir, première chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, si tu as une émotion, que tu vis une émotion, le pire truc à faire, c'est de mettre un mouchoir là-dessus. Donc, il faut vraiment l'écouter, vraiment la vivre, la laisser s'exprimer et en ne faisant rien, en ne prenant aucune action. Ah, alors attends, je t'arrête, c'est important, c'est intéressant. Ça veut dire que là, tu es en train de nous dire qu'il se passe ça, il ne faut pas prendre de décision en fait. Exactement. C'est déjà le premier point, ouais, c'est ça. On parle d'argent, on parle de bourse, on parle d'émotion, et là on va être sur de la compulsion émotionnelle. Déjà on ne fait rien, première chose, tu ne fais rien, c'est obligé, tu ne fais rien, parce que tu vas prendre une décision sur un coup de tête et tu vas faire une connerie, forcément. Il y a 90% de chances que tu fasses une connerie. Donc après, l'émotion en tant que telle, il faut arriver à la sortir, tu vois. Donc moi je dis, quand ça t'arrive ça, tu fermes le truc, tu décharges ton émotion, t'en discutes, tu pleures un bon coup, tu gueules, tu vas frapper des murs, mais tu sors l'émotion, tu l'exprimes et tu la libères. Et une fois que tu as libéré cette émotion, qui est de différentes sortes, à ce moment-là, après,
il y a le calme qui va pouvoir revenir. Et une fois que le calme va pouvoir revenir, là, je vais pouvoir faire revenir le mental. Parce que ce qui va se passer dans une situation comme ça, c'est que il peut y avoir des émotions de colère, de tristesse, mais l'émotion qui va être la plus vicieuse, c'est la peur. Parce que là, je suis un flip. Et comme je suis un putain de flip, il y a un mécanisme, j'ai plus le nom, un mécanisme psychologique qui est lié à la peur. C'est que tu retrouves d'ailleurs dans les je sais plus. Bon, bref. Oui. Sur un type de pathologie. Alors déjà, je vais intervenir avant que tu ailles plus loin. Je vais juste te remontrer le graphique. Si on s'en tient à ce que Nicolas est en train de dire, globalement, tu avais raison. Tu as raison dans ce que tu dis parce que déjà, hier, tu vois, ça a clôturé. Bon, hier, ça a clôturé à 0. Là, ça réouvre, on remonte à 14. Bon, dans ce que tu viens de dire, tu as eu complètement raison parce que si tu gardes ton sang-froid, finalement, le lendemain, on va pas dire que tu rentres dans tes frais parce que comme je montrais tout à l'heure, si tu reviens en arrière, l'argent il est perdu pour certains, il est perdu. Voilà, hier ça a été une journée noire, c'est comme ça, il y en a. Mais c'est vrai que tu as raison, il faut essayer de garder son calme. Maintenant, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut arriver à lutter contre, mais il y a des gens qui nous écoutent et quand il s'agit d'argent, on ne peut pas garder son calme. Là, on parle, tu vois, il y a des gens qui avaient mis… Alors c'est pas vrai ce que je vais dire. Je vais quand même me corriger. Là, je parle du pétrole. On va y revenir tout à l'heure. C'est un mauvais exemple parce que les gens qui spéculent sur du pétrole, c'est déjà un marché d'initiés. C'est un marché de gens qui vont pas… Enfin, voilà, c'est un peu plus spécifique. Mais par rapport à la bourse en général ou au placement d'argent, quand on parle d'argent, c'est assez compliqué d'arriver à gérer ses émotions. Et c'est pourtant hyper important. Donc, toi, tu dis… Rester calme. À quoi on s'accroche pour rester calme? Parce qu'on le dit, les gens ils nous écoutent, c'est des jolis mots, mais dans les faits, et tu dois le savoir, quand on est face à son compte en banque qui est en train… Enfin, imagine, tu as mis, j'ai pas de calculatrice, mais tu as mis 100 000 € sur le pétrole WTI et le truc il tombe à 0, donc tes 100 000 € que tu as mis, ils sont tombés à 0. Je pense qu'il faut qu'on se raccroche à quelque chose. Alors je m'excuse de te poser une question aussi directe, mais est-ce que c'est possible de se raccrocher à quelque chose pour arriver à aller au-delà de ses émotions et à pas prendre des mauvaises décisions? Ouais. Déjà, pour finir ce que je disais juste en amont, par rapport à la peur, c'est un truc que tu trouves sur, là ça y est, j'ai retrouvé le nom, le trouble anxieux généralisé, mais que tout être humain va faire, c'est qu'à un moment donné, tu as peur, tu flippes, tu es dans la merde. Tu as envie de quoi? Tu es dans l'incertitude. Incertitude après. Donc, tu as envie de quoi? Tu as envie de te rassurer. Et pour te rassurer, tu vas faire une action qui va calmer ta peur. Ah, d'accord. Et tu vas le faire inconsciemment, tu vas le faire compulsivement. Tu vois, par exemple, ceux qui ont les troubles anxieux généralisés, les tags, ils vont le faire de façon régulière. C'est pour ça qu'ils s'auto-sabotent sans arrêt. Mais si nous, on prend tout le monde est concerné par ça. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin de rassurer parce que tu es face à l'incertitude. Donc, tu as besoin de faire une action qui n'est pas une action productive, mais qui est une action qui va soulager ton mental. Et c'est là que tu fais de la merde. Alors, à ce moment-là. Je comprends. Donc, du coup, comment on fait? Comment tu vas faire? Effectivement, je te disais gérer les émotions. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Arriver à décharger les émotions. Et à un moment donné, tu vois, quand tu es en stress, tu vis ton émotion, tu boues ton émotion pendant un temps donné. Mais ça ne va pas durer, ton émotion, elle ne va pas durer pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Donc il y a un moment donné, l'émotionnel va redescendre. Va redescendre. Et c'est là que tu prends la décision. Voilà. Ouais. Mais c'est dur. C'est très dur. C'est pas le contraire, c'est dur. Donc ce qu'il faut faire, c'est à un moment donné aussi, parce qu'il peut aider, c'est de prendre du recul, prendre de la hauteur. Parce que là, tu m'as pris. Je pense que c'est compliqué quand il s'agit d'argent. Ouais. Je pense que les gens avec l'argent, je pense qu'avec les gens, avec l'argent, c'est assez complexe. Ouais. C'est compliqué. Mais à un moment donné, tu vois, il y a pas, on va pas chercher midi. Enfin, il faut pas chercher midi à 14h non plus. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est une situation compliquée, c'est une situation difficile, c'est une situation de stress. C'est d'autant plus important de faire ce travail-là. C'est justement parce que c'est compliqué que c'est le moment d'arriver à dépasser. Alors je dis ça, c'est facile, je suis donneur de conseils, tu vois. Ouais, mais c'est ça. C'est à ce moment-là que ça se joue. C'est à ce moment-là que tu as le moyen, déjà,
à pas faire une connerie. Et de deux, arriver à, on parlait d'évolution, à évoluer et à aller sur une version plus évoluée toi-même. Parce que le jour où tu arrives à dépasser ça, le jour où tu arrives à gérer tes émotions, à ce moment-là, le jour où tu arrives à prendre le recul et à pas faire les conneries que tu as fait les autres fois, parce que si ça arrive là, c'est que c'est arrivé précédemment aussi, la tentation de faire une connerie ou le fait de faire une connerie, ben dis-toi que la prochaine fois que ça va arriver, ben tu vas être putain de blindé et les soucis qu'il y a eu à ce moment donné ne seront plus présents, ou du moins à moindre mesure. Donc aussi le voir, mais après ça dépend de la vision qu'a chacun de la vie. Et moi je vois quand j'ai des grosses difficultés, et on en a tous, et tu sais Nico, j'en ai eu une il y a un mois de ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qui est liée justement à ces sujets-là. Et c'est là je me suis dit, c'est un putain de challenge pour moi pour arriver à dépasser ça. Et à pas faire de la merde. Et c'est là qu'après, tu vas t'enrichir de quelque chose et on va pouvoir évoluer. Encore une fois, c'est facile à dire. C'est facile à dire quand on est de l'extérieur. Alors, je vais réagir à des questions et à des réactions. On a Julien qui dit en bourse, tu peux faire du long terme, du long terme et investir progressivement, histoire de lisser les hauts et les bas. Pas mal d'études montrent qu'il est compliqué de battre le marché. Alors Julien, je vais moi répondre à ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Là aujourd'hui, et d'ailleurs ça va aussi répondre un peu à Nicopole qui m'explique qu'effectivement en prenant le WTI, j'ai pris un mauvais exemple. Alors oui et non, parce que je prends l'exemple du WTI ce soir pour une raison particulière. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Donc Nicopole nous explique que le WTI, c'est des contrats à 1 mois sur le pétrole qui permettent en fait de prendre livraison à la fin du mois. Et si tu es un spéculateur, tu n'as pas de citerne physique. Mais en fait, Nicopole, je pense que tu le sais aussi, le WTI, ça représente aussi ce qui se passe sur le marché et le fait qu'il y a une surproduction du pétrole. Je pense que tu es au courant de la situation. Moi, je vais m'appuyer là-dessus parce qu'aujourd'hui, sur le pétrole, et je m'y attendais de toute façon, il y a de très grosses perturbations depuis le début du Covid, puisqu'en réalité, les Saoudiens ont profité, entre guillemets, de ce qui se passe pour… Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails moi non plus ce soir parce que sinon on va rentrer dans un truc technique. Moi, je veux que Nico avec moi pour qu'on parle surtout du côté, comment je vais dire, psychologique. Pourquoi? Et je vais vous expliquer. Parce que en fait, ce qui se passe, et ça va répondre aux deux questions finalement, c'est que en fait, là, pour moi, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce que j'expliquais au tout début du confinement. Et on va en parler, Nico, tu vas pouvoir réagir. Au début du confinement, tout le monde a dit c'est le krach boursier, c'est la catastrophe, nanana. Il y a eu une baisse et j'ai dit depuis le début, il y a une correction. Enfin, pour moi, j'ai vécu ça comme une correction jusqu'à maintenant et je n'ai pas eu la sensation d'être encore dans la crise. Depuis cet événement hier qui est assez pour moi, alors je ne vais pas le montrer toute la soirée, mais vous le voyez, même si je suis d'accord avec toi, Nicopole, sur cet élément-là ici sur lequel je vais zoomer maintenant, même si cet élément-là concerne un marché très précis, et il concerne effectivement en fait une situation très précise. Et je suis aussi d'accord avec toi parce que regarde ce que j'ai préparé derrière. On a le baril du Brent et j'avais prévu de montrer ça pour expliquer aussi rapidement un petit peu la situation. Alors attends, je vais essayer de zoomer dessus. Le Brent n'a pas tant bougé que ça au final par rapport à la crise. Moi, ce que j'essaye de mettre en avant ce soir, c'est vous montrer que pour moi, ça y est, on rentre dans ce que certains ont annoncé un petit peu avant. Et quand je disais il y a quelques semaines en arrière, j'achète pas pour l'instant. Ben, j'attendais un événement comme celui-là qui est encore que le début. C'est pour moi, ça représente juste les prémices, tout ce qu'on est en train de vivre. J'attends maintenant les conséquences physiques. Et les conséquences physiques, c'est celles dont je suis en train de parler avec Nico. Ça va être les réactions dans le physique, les réactions émotionnelles. Parce que suite à tout ce qu'on est en train de vivre depuis hier, il va y avoir des réactions donc physiques, des faillites, des problématiques que je ne souhaite à personne d'ailleurs et que j'espère pas, mais peut-être. Et tous ces problèmes physiques vont entraîner des réactions émotionnelles qui vont entraîner des réactions généralisées. Et malheureusement, encore une fois, voilà, moi je ne suis pas là pour profiter du malheur des uns et des autres. C'est là où il va y avoir des affaires à faire comme il y a eu en 2008. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous rappelle rapidement en 2008 ce qui s'est passé. Il y a eu une explosion d'une bulle qui s'est traduite, et c'est ce qu'on n'a pas vu. On a vu, nous, 2008, le krach boursier à la télé, mais ça faisait des mois que sur le marché immobilier, plus rien ne se vendait. Et au terme de tout ça, il y a eu ce qu'on a vu à la télé. Donc en fait, on a eu cette sensation d'éclatement. Mais là, vous allez voir que tout le monde va parler de ce qui se passe actuellement sur le pétrole. Et en réalité, il va y avoir un dernier déclencheur qui va faire l'explosion du domino. Et c'est à partir de là que nous, on rentre en scène. Et c'est là où Nicolas est intéressant parce que si vous comprenez les mécanismes qu'il y a humains derrière tout ça,
vous comprenez comment vous devez agir. Je vais renvoyer une balle à Nicolas. Malheureusement, Nicolas, tu vas le confirmer. Quand la majorité des gens vont à droite, tu vas où? À gauche. Non, ça c'est ce qu'on cherche à faire. Mais en général, les gens vont à droite. Et c'est humain, hein, d'ailleurs. Et c'est lié à nos défauts, c'est lié à notre peur du rejet, c'est lié à l'exemple que tu disais tout à l'heure, des deux qui ont besoin de cet échange et qui n'arrivent pas, par exemple. Bon, alors après, dans l'amour, c'est peut-être pas le meilleur des conseils que j'aurais à donner. En love coach, ça ne sera pas le meilleur de mes conseils, celui-là. Mais ça n'est pas un d'ailleurs. Mais tu m'as compris. Bref, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que voilà, en arrivant à bien se connaître et à maîtriser. Alors, pareil, question que j'ai à te poser. Jusqu'à quelle mesure on est capable de maîtriser ses émotions? Ouais, de toute façon, alors, c'est quoi que tu entends par mesure? Alors, tu sais quoi, je vais parler d'un truc qui va choquer tout le monde. Je vais faire un podcast sur ce sujet, un podcast What the fuck. J'ai regardé une très longue émission, je ne vais pas en parler ce soir, vous aurez le podcast dans pas longtemps. Et dedans, il y a un gars qui a vu devant ses yeux un mec se suicider en fait. Et il racontait que émotionnellement, il disait c'est indescriptible ce que j'ai vécu. Il expliquait l'expérience et quand je l'écoutais parler, je réfléchissais, je me disais c'est clair que ça doit être violent. En fait, il expliquait que le mec, ça se passe aux États-Unis, là-bas, bon, tu le sais, il y a des armes. Bref, on va pas parler de ça ici non plus, c'est pas le propos. Et il disait en fait, le mec jouait avec une arme et il a voulu me montrer qu'en fait, mais le gars voulait se suicider depuis longtemps apparemment. Bon, on va pas encore une fois rentrer dans l'histoire. Il a voulu lui montrer que en faisant je sais pas quoi, en gros, il pouvait quand même tirer une balle dans la tête. Et sauf que le mec qui a vécu la scène, il dit j'ai vu la scène et j'ai vu dans ses yeux le fait qu'il venait de faire une connerie. Mais ça n'a duré qu'un temps très court parce qu'après il était mort en fait. Ses yeux se sont vidés. Wow, putain. Et là tu te dis mais émotionnellement, il dit mais à ce jour cette situation est arrivée en 2017 et donc le reportage que j'ai vu se passe en 2019 et il dit émotionnellement j'en suis toujours pas sorti en fait. Je n'arrive pas à aller au-delà de ça. Et donc, je fais un parallèle qui est très violent, hein, j'en suis désolé, mais moi j'ai pris, par exemple, je ramène ça à mon cas, mais moi j'ai récupéré les dettes de mes parents. Ma mère, elle avait 150 à 1000 euros de dettes perso et 150 000 euros de dettes d'entreprise. Et je peux le dire aujourd'hui, et je pense qu'elle le prendrait pas mal si elle m'entendait le dire, je pense qu'elle a des séquelles de ça. Elle a des séquelles émotionnelles. Elle a vécu cette faillite en 92 et les séquelles, elle les a encore aujourd'hui. Je pense qu'elle en sortira jamais. Je pense que l'argent, pour certaines personnes, en fonction de la manière dont c'est vécu, ça peut provoquer les mêmes séquelles que voir quelqu'un qui se suicide. Manquer d'argent, ça peut être violent pour certaines personnes. Comment et dans quelle mesure, Nicolas, on arrive émotionnellement à sortir de ce rapport à l'argent? Est-ce que c'est possible? En fait, je crois qu'il y a un point de fond dont on n'a pas parlé qui est au-delà de tout. C'est que c'est pas l'argent en tant que tel, c'est ce que représente l'argent. Et ce que représente l'argent de point de vue plus fondamental, plus basique, c'est notre survie. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est aussi viscéral avec l'argent. Parce qu'on est en lien avec ce qui est le plus rattaché avec assurer notre survie. C'est ça. De quoi tu as besoin? D'argent. Pour acheter à bouffer, pour machin, ceci. Donc c'est pour ça aussi que tu as toujours ce truc viscéral, qu'il y a une haine des riches par certains qui n'ont pas ce qu'ils voudraient avoir et qui finalement n'est que de la jalousie. Tu as différentes choses, c'est mon point de vue très raccourci, très généralisé, mais c'est pour ça aussi que quand tu as d'argent, tu as une espèce d'avarice qui va se présenter en soi, on dit mais j'en veux plus. Donc il y a plein de choses qui sont liées à ça. Et ça va, ouais, c'est vraiment ça. On est sur la survie. Et la survie, il faut rappeler aussi, et ça on en parle justement dans l'énéagramme, ça fait partie des 3 instincts primaires. L'instinct primaire de reproduction, l'instinct primaire sexuel, l'instinct primaire de survie et l'instinct primaire grégaire, de relation sociale. Et l'instinct primaire de survie, c'est moi, ma foyer, ma tribu. Moi, je vais assurer sa survie. Donc c'est instinctif. Quand on dit instinctif, on parle même plus d'émotion. Eh oui, c'est ça. C'est de l'instinct. Action-réaction. C'est l'instinctif, c'est à un moment donné, j'ai peur d'un animal, d'un serpent, d'une araignée ou d'un rat. Dès que j'en vois un, instinctivement, je vais sauter sur la chaise. Ouais, c'est ça. Le cerveau ne se met même pas en action. Enfin, le cerveau conscient n'a même pas le temps de se mettre en action. Les émotions se déclenchent même après ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça qui fait quoi.
C'est compliqué parce que c'est vrai que… Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu ne pensais pas qu'on pouvait changer, ce qui m'arrange pas trop. Alors, est-ce que tu penses, par exemple, par rapport on à… évolue. On évolue. Si tu veux, c'est un peu… Effectivement, c'est un peu caricatural. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que quand tu changes, quand tu évolues, ça veut aussi dire que la personne que tu es 10 ans à 10 ans d'intervalle, eh bien, va être radicalement différente peut être radicalement différente de la personne que tu étais 10 ans auparavant. Tu vois, donc c'est ça aussi, quoi. Et ouais, c'est pas facile. Du coup, c'est vrai que moi je voulais que ce soir qu'on parle un peu de ça parce que là on va rentrer. Alors on va rentrer, c'est un bien grand mot. Je n'ai pas de boule de cristal. Pour moi, le jeu commence maintenant. J'aime pas parler comme ça parce qu'il y a des gens qui vont m'écouter en se disant que je vais profiter d'une situation. En attendant, en termes d'investissement pur, si il y a un moment où je vais… Et d'ailleurs, ça se vérifie parce que bon, là ceux qui me suivent le savent, je suis des actions. Et là, ça y est, on arrive au début de tout ça. Quand on a commencé à rentrer dans ce confinement, j'avais dit que je me préparais à rentrer si le prix de certaines actions que je suis arrivait à un certain tarif. Et là, on est en train d'atteindre le prix que je me suis fixé. Donc, je vais rentrer sur les marchés. Pas encore tout de suite parce que je pense que, encore une fois, on vient d'avoir le déclencheur et la suite va s'enclencher. Alors, j'ai peut-être tort parce que malheureusement, les marchés financiers, c'est le temple des regrets. D'ailleurs, avec le rebond qu'il y a eu, je me suis même dit, bon, peut-être que ça va en rester là. Je me suis même posé la question à un moment donné parce que ça a rebondi assez fort. Rapidement, Nico, je sais que toi, dans ton entourage, tu as des personnes qui sont sur les marchés financiers. Quelle est ton analyse de tout ça? Sachant en plus que tu es au Chili. Donc, ça m'intéresse d'autant plus que tu peux aussi nous livrer une analyse maintenant. C'est intéressant parce que, alors, vous ne le savez pas, tout à l'heure, j'ai un peu mangé ma question, puis on a avancé. Nicolas, en fait, il est parti de France. Donc, il s'est expatrié récemment. Il a quitté la France et donc ce qui est intéressant je trouve c'est que tu as une vision extérieure du pays. Donc tu peux nous donner non seulement alors, ta vision actuelle de l'investissement parce que dans ton entourage proche tu as des gens qui investissent en bourse et en plus tu peux nous donner ta vision de la France à distance. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Oui, alors pour le marché financier, c'est toujours compliqué. Je suis pas expert là-dedans. J'ai mon beau-père, par contre, qui lui vit de la bourse, il vit de ses investissements. Il fait que ça et qui m'a confirmé d'autres infos que j'avais eues, qui est faut attendre la rechute. Donc moi, je me prépare. Je suis comme toi en fait. Je fais exactement la même chose que toi. Je suis en train de préparer mes cartouches et j'attends le bon moment pour entrer dans la scène, quoi. Ton beau-père, alors juste pour préciser, ton beau-père est trader, enfin trader, c'est un grand mot. Il est investisseur indépendant que sur les marchés boursiers. Voilà. Ouais. C'est vraiment important de le préciser. Voilà. Et marché plus spécifiquement, lui, sur le marché US. Donc voilà. Donc il suit. Enfin, voilà. Il y a pas, je pourrais pas dire plus de choses spécifiques là-dessus. Attends, alors je vais juste répondre à la question de Julien, si tu me permets, avant de te laisser continuer. Alors Julien, pour te répondre, je crois que t'es pas au courant. Moi, j'ai un programme et j'ai une société d'investissement financier et j'investis sans jamais, je n'investis pas par rapport au marché en fait. Alors bien évidemment, quand tu as une occasion comme celle-là, je rentre sur le marché. Mais je n'ai pas de lien quotidien avec les cours des marchés. Là, je vais rentrer, c'est une certitude. J'attends encore un petit peu, juste parce que je pense qu'il va y avoir des remous suite à tout ça. Et je veux voir un peu jusqu'où ça peut aller. Mais là, je vais rentrer et après, je rentre à intervalles réguliers, mais pas genre tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. À des moments réguliers dans l'année, sur des excédents d'opérations ou parce que j'ai l'opportunité, je vais mettre de l'argent. Et ça, peu importe le cours finalement, alors sauf si c'est vraiment trop cher, mais je vais rentrer parce que je prends des positions sur des objectifs que je me fixe. Ça serait une stratégie un peu longue à expliquer ici. Mais voilà, effectivement, j'ai une stratégie qui n'a rien à voir avec du trading journalier. Je cherche pas à faire de la plus-value régulière. Je fais pas du day trading. Je fais pas de l'analyse fondamentale parce que je n'ai pas la prétention et je suis pas du tout à ce niveau-là. Je fais sur du long trend. Je fais du très long terme, et je fais de l'analyse d'entreprise, c'est-à-dire que je vais analyser les sociétés en fonction de critères qui sont propres à mes critères que je définis au préalable. Et en fonction de ces critères, je vais définir des objectifs très précis et je vais m'atteler à les atteindre, et ce, quoi qu'il m'en coûte. Voilà. Juste pour répondre à la question, y a-t-il des affaires à faire au Chili en immobilier? Me demande Sylviane.
Moi, je dirais, mais je ne suis pas l'expert, qu'il y a des affaires à faire partout, il suffit de savoir les trouver. Le marché de l'immobilier est intéressant ici, moi je vais investir. Il est cher ou il est pas cher? Je sais pas, je saurais pas te dire. Tu n'as pas assez de recul aujourd'hui pour nous donner Ouais, j'ai pas le recul. Alors, si j'ai une info intéressante, c'est que là, au vu de ce qui se passe avec la crise et enfin, avec le Covid et tout ça, c'est le moment d'investir. C'est clair. Si je pouvais rentrer là aujourd'hui, acheter un bien, j'achèterais cette année. Bon, ça va être un petit peu compliqué, mais si je pouvais investir cette année, je le ferais, quoi. C'est clair. Donc voilà. Là, ouais. Et revenons au sujet de tout à l'heure, la visibilité que tu as de la France. Enfin, comment tu vois la France en étant au Chili actuellement? De quel point de vue? En n'étant plus en France, extérieur, est-ce que déjà du Chili, tu arrives à suivre l'actualité française ou pas du tout? Je la suis à un pointillé. J'ai surtout les retours des personnes autour de moi. J'ai l'impression que je suis très très déçu, je dirais, mais je pense que je suis pas le seul, et à voir le comparatif encore plus, je suis très déçu de la politique gouvernementale au regard de cette pandémie. D'accord. Je trouve qu'ils ont fait du grand n'importe quoi. Apparemment, ça a l'air de se tempérer un petit peu maintenant, mais voilà. À commencer, moi, le truc qui m'a vraiment, ça a été radical. Ça a été ce truc d'amener les gens voter. Tu savais de quoi j'avais parlé. Ouais. Non, c'est que je dis bonjour à Instagram parce que c'est vrai qu'Insta, ils sont là et ils posent pas de questions. Donc voilà. Vas-y, continue. Donc d'aller amener les gens voter et le lendemain faire un confinement global, tu sais, genre un peu, tu sais déjà en tant que leader d'un pays, tu sais déjà que tu vas faire ton confinement et tu dis aux gens, allez voter. De toute façon, s'il n'y a pas de problème, le Covid, il va s'arrêter, il va s'essuyer les pieds à l'entrée du bureau de vote et puis il reviendra quand on sortira. Moi, je trouve que, bon, déjà, je connais les intérêts de chacun, on voit où va l'intérêt, mais je trouve ça irresponsable. Et ça m'a dérangé fortement. Et je vois aussi la façon dont est pris au sérieux le Covid ici, au Chili. Déjà, bon, le virus est arrivé plus tardivement. Donc, ce qui veut dire aussi qu'ils ont eu plus le temps de se préparer, ils ont eu plus de recul. Ça, c'est déjà un fait. Cependant, je vois que les mesures qui sont prises, elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus responsables. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as une véritable mesure, tu as les mêmes mesures qu'en France, il se passe exactement les mêmes choses qu'en France, sauf qu'il n'y a pas de confinement généraux, c'est juste dans certaines régions où c'est vraiment où le virus est plus présent. Les cas sont beaucoup plus faibles que dans France. Je suis sur la carte là, Google. Les stats, ouais. Je vous permets, la dernière fois j'avais partagé avec. On est à 8-10 morts par jour à peu près. Chez vous êtes à 8-10 morts. Google a partagé, je me permets comment dire, je me permets de le préciser. Google a mis, alors attendez là, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas du coup. Mais pourquoi ça me fait ça? J'ai eu un problème là. Bon, attends, je vais remettre ça comme ça. Google propose maintenant, mais c'est pas possible. Pourquoi ça me fait ça? Eh ben non, j'ai un problème en fait. Bon, ça marche pas, désolé. Tout à l'heure, ça marchait bien. Google propose une carte aujourd'hui pour le Covid qui est très bien faite, je trouve. Donc voilà, si vous voulez la voir, je voulais la mettre là, mais j'y arrive pas, désolé. Donc il y a combien de morts tu dis au Chili, toi? Alors je l'ai sous les yeux, moi je suis les pages Wikipédia avec les stats qui sont très bien faits, France, Chili. Alors il y a un global, je vais te dire, un global il y a 10 000 cas, 10 832 cas précisément, et en termes de morts, tu as, j'ai pas le global là, je vais te dire, ouais, 145, 146 à peu près. 139 précisément. D'accord. Donc c'est quand même assez bas. Par contre, ce que je constate, c'est que cette histoire de masques, tu vois, alors c'est super intéressant. Tiens, parlons des masques. Parlons des masques et parlons de l'état d'esprit. C'est ma compagne qui me faisait remarquer ça, à juste titre. Tu vois, en France, il y a eu un vrai problème de masques, il y a eu une vraie
il y a une vraie pénurie. Il y a la responsabilité que doit prendre le gouvernement qui n'ont pas pris parce qu'ils ont vraiment abusé sur certains trucs. Après, il y a d'autres choses à côté. Mais il y a de suite eu une plainte générale pour la gestion des masques. Donc, en France, on s'est plaint des masques. Et moi ça a été le cas, même si j'étais ici. Ça a été le cas. Quand j'ai pris mon vol, parce que j'ai pris mon vol la veille de la fermeture des frontières. J'étais en France, je suis parti le soir même, j'étais à Londres, j'attendais mon vol pour Santiago. Je m'en rappelle. Et il y avait la déclaration de Macron à ce moment-là, le lundi soir. Et j'étais à Londres et je voyais, il y avait pas mal de personnes qui avaient des masques. Moi, j'avais pas de masque, j'avais juste un petit masque que m'avait filé ma mère, qui est un vieux masque. Et en fait, je me rendais compte, putain, mais pourquoi j'ai pas de masque ? Pourquoi je peux pas avoir accès au masque ? Donc déjà, ça, tu vois, ça m'a posé souci de dire que ce côté-là. Par contre, maintenant, si on va en termes de mentalité, d'état d'esprit, et ça, c'est vraiment un cas particulier qui synthétise beaucoup de choses qui sont liées à notre pays, malgré les nombreuses qualités qu'on peut avoir, c'est que en France, on s'est plaint du manque de masques. Au Chili, il y avait des personnes qui n'avaient pas de masque. De suite, il y a des petites sociétés qui se sont lancées, qui ont commencé à confectionner des masques. Et l'état d'esprit a été de suite, on produit, on voit un besoin, on voit une attente, et on va de suite se mettre en énergie proactive pour combler ça, et non pas en attente. Et ça, c'est vraiment la grosse différence que je vois ici par rapport à la France. Alors, pour donner un peu une idée, parce qu'on a tendance à se représenter le Chili, on se dit pays d'Amérique du Sud, pays un peu pauvre, machin, tout ça. Effectivement, il y a une disparité qui est présente. C'est pas la pire des pays d'Amérique latine, loin de là. Si en termes de revenus moyens, en termes de coût de la vie, on doit être à peu près entre 10 et 20% moins cher que la France. Donc c'est vraiment pas. Ça me fait rire que tu parles de ça parce que rappelle-toi quand tu revenais du Chili, je t'avais demandé comment c'était dans le sens. Je me suis interrogé justement sur la qualité de la vie générale là-bas. Voilà. Elle est bonne, hein, la qualité de la vie. Non mais. Les Français ont une haute estime d'eux-mêmes. Mais moi y compris d'ailleurs, je dis pas ça méchamment, hein, c'est une réalité en fait. Hein. Totalement, et on aurait de quoi s'inspirer tout particulièrement du système bancaire là-bas. Aussi. Ils sont très. Voilà, tu as certains pays effectivement en Amérique du Sud où voilà, il y a vraiment des difficultés. Le Chili fait partie vraiment des pays, on va dire, un peu plus qui sont vraiment les pays les plus développés d'Amérique du Sud. Si c'est pas le pays le plus développé avec le Brésil et je sais plus quel autre, je sais pas si c'est l'Argentine. On m'a demandé si on pouvait faire du locatif au Chili. Ouais, bien sûr. C'est comme chez nous en fait. Et quand tu dis que le système bancaire est mieux fait qu'ici, qu'est-ce que tu sous-entends? Alors, il est mieux fait en termes déjà de transactions bancaires, des transactions rapides. Les moyens bancaires de façon générale pour l'utilisation au grand public, elle est plus simple. Après, pour les crédits, tout ça, par contre, je peux pas te dire encore parce que ça, c'est. T'es pas encore dedans. C'est le next step. T'as bien raison. Écoute, alors attends, alors déjà je le dis à tous ceux qui sont là, hein, si vous avez, alors likez, partagez la vidéo, hein, je vais pas vous le répéter tous les soirs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par rapport à tout ça. Moi, je vais faire une transition, revenir au sujet de base maintenant. Ouais. Je vais rapidement un petit peu vous parler de la situation. Pour moi, au moment où je parle, au moment où vous verrez cette émission, alors je fais venir Nicolas pour parler des écrivains de psychologie, mais j'espère que j'ai quand même fait passer le message. Il se passe quelque chose sur les marchés. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est une catastrophe, bien qu'il s'est passé quelque chose quand même d'assez violent. Hein. Une chute comme ça passe pas inaperçu. Il va y avoir des conséquences ou pas. Je pense que c'est le moment de garder l'œil ouvert. Voilà. Donc c'est pas de moi de le dire, mais il faut suivre les informations financières, économiques, les informations qui nous touchent, les informations internationales, parce que intéressez-vous, quand ça touche au pétrole, ça touche à plusieurs choses. Ça touche au pétrole, ça touche au dollar, parce que le dollar et le pétrole sont intimement liés. Il faut savoir que au moment où je parle, la valeur, alors je ne l'ai pas regardé, mais je suis quasiment certain que la valeur du dollar a baissé. Je vais regarder en direct, je ne l'ai pas regardé, je suis tout à fait franc avec vous, mais c'est très lié tout ça.
Tout est très lié. Donc, pas de beaucoup en tout cas, de ce que je suis en train de voir. Mais surveillez le dollar et surveillez les États-Unis aussi. C'est important parce que, voilà, là, depuis le début de tout ça, il se passe des choses. Il se passe des choses entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Il y a des enjeux géopolitiques autour de tout ça. La finalité, je ne la connais pas. Je ne suis pas devin. Moi, je vous redonne des sentiments. Je fais ces émissions pour passer des moments avec vous, déjà premièrement, pour vous partager des invités intéressants comme Nico, qui, au demeurant, vous aide au travers de son livre, entre autres choses, parce qu'il y a d'autres choses, vous aide à maîtriser vos émotions ou en tout cas à mieux vous connaître. Les émotions sont votre ennemi, surtout dans ces temps-là. Il ne faut pas suivre le mouvement. Il faut essayer de prendre l'information en dehors de là où s'informe la masse, autant que vous pouvez. Et essayer d'avoir un œil critique et indépendant. C'est très compliqué de garder son indépendance. Ce qui est intéressant avec Nicolas qui est à l'étranger, c'est aussi pour ça que je pose des questions sur sa vision qu'il a de la France de l'étranger, c'est qu'il a du recul. C'est tout con, mais nous, on est dans notre pays. Et la vision qu'on a, enfin, on vit la chose de l'intérieur. Nicolas, il est à l'extérieur. Tiens, par exemple, chez toi, vous êtes confiné ou vous pouvez sortir? Nous, on peut sortir, ouais. On peut sortir. Mais par contre, on est quasiment tous, on fait une espèce de quarantaine volontaire. D'accord. Et l'économie, elle continue chez vous? Ouais, ça continue. Il y a beaucoup de télétravail. D'accord. En termes éducationnels, j'ai l'impression que c'est plus organisé qu'en France. Peut-être que je me trompe. Tu vois, Nous, c'est obligatoire. Ouais. Mais est-ce que vous avez des cours? Est-ce que les professeurs font des cours à distance? Non, enfin oui, il y a des cours à distance, mais c'est pas une organisation. Comment je dirais, tu vois, on n'est pas sur une organisation. Enfin, ça s'organise, mais je sens pas une organisation hyper stricte. Voilà, c'est une organisation libérale. Donc c'est sur le volontariat de chacun, ce qui est très bien en fait, parce qu'il y a plein de choses qui émergent et c'est super. Ça reste super. Ouais. C'est pas ultra strict de mon point de vue. Voilà. D'accord. Donc ouais, on est à peu près. Je trouve que les gens sont, au vu de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu écouter ça et là, je trouve qu'il y a plus de responsabilité des gens, tu vois. Alors qu'il y a très peu de cas. Bon, les gens sortent et tout ça, mais ils font plus attention. Il y a les masques, il y a les distances de sécurité. Donc même la quarantaine, tu vois, le fait de l'avoir fait volontairement, ça m'a beaucoup surpris, quoi. Ah oui, j'imagine qu'une quarantaine volontaire, ça surprend toujours. Ouais. Pour réagir aux commentaires que je vois, donc oui, je suis d'accord avec vous. Il y a effectivement, alors je te lis pas tous les commentaires, hein, Nico. Il y a c'est une action qui est menée face au gaz de schiste. Je suis complètement d'accord avec cette analyse. Par contre, j'entends. Alors c'est qui me disait ça, qui me fait la remarque sur les 5000 milliards de dettes. Je l'ai vu passer. Bon, ça m'arrive des fois. Oui, donc il y a effectivement des dettes, mais ne sous-estimez pas, moi aujourd'hui, de ce que j'ai pu regarder, l'industrie du schiste résiste pour l'instant aux assauts, de ces baisses de coûts. Donc pour moi, effectivement, on est dans le but de les faire tomber, de faire tomber la dette sur le schiste. On est dans le but de faire tomber cette économie, mais ça, c'est pas probant de mon point de vue. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Ensuite, effectivement, je suis d'accord aussi, Thomas, sur ton analyse avec le fait qu'il faut surveiller les élections présidentielles aux États-Unis. Ça va être décisif, d'autant que il y a pas mal de choses qui se passent aux US depuis les années 2014. Alors, je sais pas si tu es au courant, Nico. Je me suis lancé en fait. Alors je vais te demander ton avis là-dessus. Moi, je me suis lancé un défi pendant ce confinement. J'ai pas décidé. Alors, j'ai plein de choses. Je peux le déclarer publiquement. J'ai rappelé un entraîneur de natation. J'ai décidé de me remettre au sport. Donc, j'ai rappelé un entraîneur de natation. Il y a Francesca qui nous dit que le pétrole s'est vendu au négatif au Canada. Au passage, parce que comme il y a quelqu'un qui réagit sur Instagram. Donc, j'ai rappelé un entraîneur de natation pour reprendre le sport après le confinement. Et pendant le confinement, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre que j'ai bientôt terminé. Et j'ai voulu faire ça pour envoyer un message, parce que tout le monde dit profiter de ce moment pour faire du sport. Mais moi, ça m'énerve parce que le sport, on peut le faire toute l'année. C'est une décision, le sport. Tu décides de faire du sport et t'en fais. Alors que profiter de ce moment pour mettre à profit ce temps qu'on a pour faire des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire le reste du temps, je trouvais ça plus intelligent. Alors, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas plus profitable. C'est le cas de le dire. Voilà. Je te lance une perche si tu veux réagir pour avoir ton avis sur la question. Oui.
Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Thomas nous dit, lol, l'Europe va devenir le tiers-monde. Bon, je pense qu'on va pas en arriver là. Mais bon, voilà. La Fed a autorisé à acheter le rachat des mauvaises dettes et le schiste en fait partie. Oui, parce que, alors je sais pas si tu es au courant, est-ce que tu es un peu au courant de tout ça? Parce que toi, finalement, tu es sur le continent américain, alors Amérique du Sud, mais est-ce que tu es au courant de tout ça? Non, moi j'ai pas suivi. Enfin, je suis au courant, je suis pas au courant parce que j'ai pas suivi toutes ces infos, toutes ces actualités-là, tout simplement. Et ouais. Alors, Ludivine pose une question qui est un peu une question de piège parce que je pense que tu n'as pas lu le livre. Alors, en même temps, Ludivine, elle est vicieuse ta question. Je vais la poser à Nico quand Oui, même. c'est pour ça que j'ai bloqué tout à l'heure. Quand tu as posé la question, j'étais bloqué. Ah, tu l'as lu la question? Ouais, je ne comprends pas. Voilà, alors je t'explique. Alors avant sur mon site je proposais La Révolte d'Atlas qui était la traduction qui a été faite par une personne indépendante qui avait traduit alors il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais La Grève qui est le même livre que La Révolte d'Atlas est un des livres les plus lus en anglophonie, je ne sais pas si ça se dit dans le milieu chez les Américains tout ça. C'est un livre c'est un livre de 1800 pages qui est assez dur à lire, qui est un livre romancé de business sur la philosophie de Rand. Et donc, si tu l'as pas lu, tu peux pas comprendre en fait la question, puisqu'elle te demande ton avis sur la philosophie de Rand. Et elle me précise que j'avais eu une bonne initiative de proposer ce livre. Voilà, au tout début, j'offrais rien. J'offrais ce livre parce que je trouvais dramatique qu'en France, aux États-Unis, tout le monde lit ce livre. En France, personne ne le lit. C'est un livre, moi, qui m'a marqué. J'avais un passage dans le train que j'ai plus en tête parce que j'ai lu beaucoup de livres depuis ce bouquin. Mais dans le train, à un moment donné, il y a un passage qui m'a marqué où un des personnages principaux a un échange avec un autre personnage et qui dénote en fait du rapport au business. C'est un bouquin sur le rapport au travail qui est hyper intéressant et effectivement elle a raison, ça serait une bonne initiative. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose autour de ce livre à nouveau. Voilà. Alors il y a Julien qui dit, alors je te lis les commentaires parce qu'on est dans le sujet. Il y a Julien qui dit qu'il n'y a pas de plafond à la dette. Alors, est-ce que tu es au courant de ça, par exemple, Nico, aussi? On va échanger là-dessus. Est-ce que tu sais que nos banques centrales ne peuvent pas faire faillite? Non, mais ça me surprend pas. Ouais. Et en fait, il y a tout un débat autour des dettes des États, mais qui est en fait un faux débat parce que, tu as des dettes qui peuvent être effacées. Bon, bref, je dis pas que c'est bon pour l'économie, mais ça aura forcément des conséquences. On est dans une situation historique. Je n'ai pas la réponse en disant ça. Hein. Ne me prenez pas pour un économiste. Je ne suis pas... ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Ce que j'essaye de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, la situation est historique. On n'a jamais vécu ça. Est-ce que tu sais pourquoi le président Macron a dit dans son premier discours 6 fois que nous étions en guerre? Est-ce que tu as une notion de la raison pour laquelle il a autant parlé de la guerre, en fait? Pour pouvoir justifier des mesures plus fortes? Pas du tout. Extrêmes? Pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. C'est pourquoi? Parce que la situation économique que nous sommes en train de vivre, le seul moment où tu revivras une situation économique comme celle qu'on vit actuellement, c'est en temps de guerre. En temps de guerre, l'économie s'arrête. Parce qu'en temps de guerre, en fait, il n'y a plus d'économie. En temps de guerre, pour survivre, tu n'échanges plus forcément de l'argent, tu vas échanger des patates. Parce que tu as besoin de patates ou je ne sais quoi, ce qui sera besoin au moment où ça en aura besoin. Et en fait, là, au moment où on parle, l'économie, elle est en mode survie. C'est-à-dire qu'une usine qui produisait des t-shirts, elle va produire des masques aujourd'hui. Et donc, elle n'est plus dans sa fonction première. Et donc, si tu veux, on se retrouve dans une économie de guerre. C'est-à-dire qu'on est exactement comme si on était en guerre. C'est la même configuration. Tu ne retrouveras jamais cette configuration en dehors d'un moment de guerre, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant quand tu y réfléchis, en fait. Après, je reste quand même en tête ce que je t'ai dit juste en amont, parce que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais il ne faut pas oublier qu'un discours politique, c'est aussi fait pour envoyer les bonnes informations, les bonnes insights, les bonnes comment on dit? Ah, je sais plus le mot. Préconditionnement, le bon préconditionnement. Mais on peut pas être. Après, on peut pas te. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, tu peux pas être conditionné à ça en fait. Oui, mais ce que je veux dire, juste sur son discours, c'est un conditionnement qui dit on est en guerre, les mesures que vous allez recevoir ici vont être des mesures qui vont être pour certains, tu vois, liberticides. Oui, mais c'est parce qu'on est en guerre. Tu vois, c'est un justificatif qui permet de
de faire passer la pilule. Donc, parce qu'on est un pays, ça c'est super intéressant, tu vois, parce que je parlais tout à l'heure du côté négatif de la France, on va dire le côté obscur de la face de la pièce, qui est que les gens sortent, les gens sont moins responsables que dans notre pays, mais en même temps, c'est aussi une des forces de la France, c'est ce besoin de liberté qui est très présent et qui est très ancré dans notre ADN. Tout à fait, très ancré. Donc c'est aussi pour ça que c'est plus difficile d'amener ça. Je vois les réactions un peu de tout le monde. Alors je vais répondre un peu à tout ça. Je comprends que ce que je peux dire vous choque dans le sens où… alors attends une seconde. William, tu es sur Facebook, il faut que tu ailles sur YouTube. Tu as le lien au-dessus pour aller voir l'interlocuteur avec lequel je parle, Nicolas. En fait, il faut comprendre que par rapport à la dette, ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que le problème de la dette, c'est que il faut comprendre que quand vous me parlez de l'Allemagne et des brouettes de billets, la dette, elle est gérée de façon différente. Il y a quand même une chose qu'il faut accorder à nos politiques, c'est que au fil des années, à force d'avoir très mal géré les dettes, ils sont appris à mieux les gérer. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est juste que je ne nie pas le fait qu'on va rencontrer forcément à un moment donné ou tôt ou tard un problème par rapport à la situation, mais je dis juste qu'on n'a pas de moyen de savoir la nature de ce problème. De la même façon qu'il était impossible d'anticiper ce qu'on est en train de vivre, pour faire écho à ce que tu dis Nico, c'était impossible de savoir qu'on allait être confiné cette année, quoi. D'ailleurs, ça va être intéressant par rapport à toi. Est-ce que tu ne penses pas que tout… Alors, premièrement, première question, j'ai deux questions à te poser. Première question, est-ce que tu penses que le confinement va laisser une marque indélébile sur les individus? C'est indéniable. C'est indéniable. Et il y a un avant-après. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, que finalement, la normalité qui va arriver après cet épisode-là ne sera pas la même normalité que celle qu'on avait avant. Et je trouve ça très juste. Tu penses que les gens ne vont pas oublier? Ah, mais j'en suis certain. Et pas dans le sens où, oui, il va y avoir des problèmes psychologiques, il va y avoir des psys, tout ça, machin. Oui, il va y en avoir. Mais bon, ne surexagérons pas ce côté-là. Par contre, c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui marque une personne, qui marque une personnalité, qui marque une vie. On a nos repères qui ont changé, nos repères qui sont chamboulés. On va avoir un après qui va être différent de l'avant. Ça, c'est certain. Et c'est cette notion du signe noir. Je sais pas si… Ah, je connais très bien. J'adore. Mais on y est en plein là. On est en train de vivre un signe noir. Et est-ce que tu penses que pour se déconfiner, est-ce que tu penses que tous les gens qui nous écoutent, pour se déconfiner, il faut se préparer au déconfinement? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder le déconfinement? Je pense que c'est un peu… Oui, il y aura peut-être des conseils ça et là, mais à un moment donné, comment tu veux te préparer à quelque chose dont tu ne sais même pas ce que ça va être? Oui, c'est vrai. Je comprends. Ouais, c'est trop. Là, c'est la question, elle se projette trop. C'est inutile d'y penser pour l'instant. D'accord. Ouais. C'est bien, en fait, on en a besoin, tu vois, tous ces trucs. Quand est-ce qu'on va sortir du confinement? À quel moment ça va reprendre? À quel moment l'économie va repartir? Comment on va faire? C'est des questions, on en revient, tu sais, à ce que je parlais en amont sur l'histoire de la peur. C'est des questions qui cherchent une réponse pour calmer la peur. Comme l'histoire du docteur Raoult. Moi, je le regardais un peu avec beaucoup de recul et un peu de scepticisme, tu vois, cette histoire-là, il y a quelques semaines de ça. Et je voyais une espèce de phénomène d'égrégore autour de ce professeur-là. Et en fait, je me dis, quand tu l'écoutes d'un point de vue quand tu comprends un point de vue psychologique, c'est normal. Les gens ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin d'un salut, ils ont besoin d'avoir une aube d'espoir. Et cet homme a donné cette aube d'espoir. Et donc, c'est normal qu'il y ait eu cet effet-là. Et cet effet qui amène parfois à des visions assez extrémistes, tu vois, sur le débat et tout ça. Mais c'est là aussi, tu vois, on en revient à ces notions d'émotion. Ça remet de l'émotion, mais on en revient à ce qu'on disait au départ. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître et d'essayer. Alors, on ne maîtrise jamais vraiment ses émotions, mais d'essayer, surtout dans des périodes comme celle-là, de ne pas se faire déborder par elles. D'avoir des émotions, c'est normal, mais il ne faut pas qu'elles débordent. Et ce n'est pas facile, il ne faut pas croire. C'est comme tu disais tout à l'heure, quand on est conseilleur, c'est plus simple que quand on est payeur, enfin quand on est dans la situation en question. Je vais prendre les dernières remarques et puis on va en rester là. Et Nico, on aura fait un très bon live, hein, je suis content.
Alors, Cool, c'est bien amusé. si on en revient aux vendeurs de rêves, plein de gens peuvent être conditionnés. D'ailleurs, on l'est tous à un moment donné pour un sujet donné à plus ou moins grande échelle. Moi, j'irais même plus puissamment que ça. Tu as un des grands noms de la linguistique du XXe siècle. Il me semble que c'était Václavic qui disait on ne peut pas ne pas communiquer et au-delà de ça, on ne peut pas ne pas influencer. Donc finalement, en fait, on est sans arrêt en train d'influencer les autres, on est sans arrêt en pleine influence. On est d'accord. Donc, vendeur de rêve ou pas, On est d'accord. voilà. On est d'accord. Stéphane nous dit, politiquement, ça va être très chaud pour l'Union européenne et l'euro après le confinement. Stéphane, salut Angélique, il y a Angèle avec nous. J'espère que ça va. Si tu veux voir Nico Pen, Angèle, on est sur YouTube. Salut. Alors Stéphane, j'aime beaucoup ta remarque politiquement. Ça, c'est des sujets que j'adore. Je vais faire une soirée politique, les gars. Je pense qu'on va en faire une. Alors attention, avec moi, les soirées politiques, ça va partir en vrille. Donc on va faire une soirée Jean-François, ça va être rigolo. Jean-François Macron, Jean-François Sarkozy, Jean-François Macron. La dernière fois, ma femme, elle m'a fait écouter. Alors vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Ne croyez pas que c'est mes idées politiques. J'aime beaucoup écouter Jean-François extrême gauche. Je ne sais plus comment il s'appelle. Jean-François Mélenchon. Jean-François Mélenchon. J'aime beaucoup l'écouter parce que déjà il me fait rire au demeurant, tu vois. Alors pourtant que je rigole pas du tout aux humoristes. Hein. C'est un des rares humoristes qui me fait rire. Et s'il m'écoute, pardonne-moi, je veux pas que tu crois que ça veut pas dire que tu es un rigolo en fait. Parce qu'au demeurant, ma femme me dit souvent, mais pourquoi t'écoutes ce mec? T'es pas d'accord avec? Mais je trouve que dans son extrémité, il dit des choses vraies, ce garçon. Et j'aime bien l'écouter, voilà. Il y a des parties de lui qui me font rire, comme tout le monde. Hein. C'est pas méchant encore ce que je viens de dire. Hein. Et il y a des parties de lui où je trouve que ce qu'il dit, voilà, j'aime pas ses idées, enfin, j'adhère à aucune idée politique. Mais on fera une soirée politique. Je pense que ça peut être très intéressant. Et tu sais que lui, comme Jean-Marie Le Pen, ils sont redoutablement. Jean-François Le Pen. Tu t'es trompé. Jean-François Le Pen. Ils sont, c'est reconnu que ce soit, et c'est ça qui est super intéressant de les écouter. Moi j'aime. Alors Jean-François Le Pen, voilà, Jean-François Le Pen, papa, lui aussi, dans ses idées extrémistes, m'intéressait dans le fait de l'écouter. Parce que dans ces extrêmes-là, en fait, tu arrives à cristalliser la quintessence de ce que certaines personnes pensent, et c'est grave, hein, mais au demeurant, là, bon, il n'y a plus de Jean-François Le Pen à la télé, maintenant, il n'y a plus que des Jean-François Mélenchon. Et Jean-François Mélenchon, j'aime bien l'écouter, voilà, j'ai pas de honte à le dire, j'aime bien l'écouter. Et tout ça pour aller dans le sens de Stéphane. Et tu sais que c'est aussi intéressant, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, tu as raison. C'est aussi intéressant je trouve, d'écouter des personnes qui sont sur des idéaux politiques qui sont en opposition avec les nôtres. Parce que ça permet oui, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Travailler son esprit critique et d'arriver à accepter des choses, accepter de recevoir des choses qui vont en opposition à nous. Arriver à les écouter, sans s'énerver, sans machin. Je suis totalement d'accord avec toi. Là, je cherche le nom. Par contre, tu vois, bizarrement, un mec que j'arrive pas à écouter, mais je me rappelle plus son nom, c'est pour ça que je les appelle tous Jean-François. C'est le mec du centre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Jean-François Bayrou, voilà. Jean-François Bayrou. Jean-François Bayrou, j'ai du mal, en fait, parce que, en fait, moi, j'aime bien, en fait, effectivement, ce que tu viens de dire. J'aime bien opposer les idées, en fait. Et j'aime pas quelqu'un qui essaye de se mettre au milieu. Bref, merci Stéphane d'avoir mis la pièce. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, la politique. Politiquement, ça va être très difficile, je pense, pour les hommes politiques, parce que là, ils vont être face à leurs responsabilités. Et je pense que les gens vont attendre j'espère, pardon, je vais me corriger. J'espère que les gens vont attendre autre chose que les habituels petits discours en coin de table faits avec un producteur qui passe à la télé où il s'excuse et puis où on passe à autre chose. Je pense que là, vraiment, il va falloir demander des comptes parce que tu peux pas, à un moment donné, dans un pays comme la France, avoir les impôts qu'on a et arriver et nous expliquer qu'on n'a pas assez de lits, pas assez de max, qu'on n'a rien, quoi. Alors, notre argent, il va où, bordel? Et à un moment donné, il va falloir quand même que les gens se réveillent et qu'ils demandent des comptes. Ça me paraît logique, en tout cas. Moi, si j'étais un Jean-François, je pense que s'il y a un Jean-François qui m'écoute, assis-toi, mets les comptes devant les yeux des gens, explique où est parti l'argent parce qu'on a envie de savoir. Moi, aujourd'hui, j'aurais été très fier de mon pays si mon pays m'avait répondu ou m'avait dit Français, Françaises, on va traverser une crise sanitaire, mais ne vous inquiétez pas. Au vu des politiques financières que nous avons menées, Jean-François et moi-même et tous les antérieurs, nous avons tout prévu, tout va bien se passer. J'aurais entendu ça, j'aurais été le plus fier de tous les Français.
aujourd'hui, ce qu'on a vu, on ne peut pas parler de fierté. Et deuxième élément, et je l'ai déjà dit dans plusieurs lives, je pense il faut surveiller l'Europe parce que je pense notamment à l'Italie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Et toi qui es un grand fan de l'Italie, en plus, putain, mais j'ai fait le live de tes rêves ce soir. On est avec un fan de l'Italie ce soir. Je m'attends vraiment à j'ai aujourd'hui, et ça je vais l'écrire dans mon livre, j'espère me tromper, mais je redoute la suite pour l'Italie. Parce que, croyez-moi, et je le dis publiquement, je ne devrais pas, mais si l'Italie sort de l'Europe, et je pèse mes mots parce que essayez de comprendre un peu la situation dans ce que je dis. Alors, je peux me tromper encore une fois, mais vraiment. Mais imaginez qu'il y ait trop de morts pour l'Italie qui ne puisse plus assumer. Parce qu'être dans l'Union européenne, ça a un coût pour les pays. C'est comme si je te demandais d'intégrer un club d'investisseurs où il y a tous minimum 100 appartements et ça a un prix. Ben, si à un moment donné, tu n'as pas les 100 appartements et que tu ne peux pas payer le prix pour faire partie des 100 investisseurs, tu ne peux plus être là. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a un coût derrière le fait d'être dans l'Union européenne. Imaginez un instant que l'Italie comme l'Angleterre décide de sortir, ça va augmenter les coûts pour les pays restants. Ça peut avoir des conséquences. Enfin voilà, on rentre dans un scénario catastrophe dont j'ai pas envie de parler ce soir, mais c'est un scénario qui existe. Et c'est un scénario que je ne souhaite pas parce qu'il serait dramatique. Toi qui aimes l'Italie, je pense que tu dois pleurer à voir ce qui est en train d'arriver parce que c'est vrai que c'est un pays qui est en train de souffrir le martyre. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qui leur arrive. C'est terrible. Et ouais, non. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ah bah rien à dire là, c'est dramatique. C'est malheureux, ils ont été les premiers à prendre cher. Forcément, c'est un pays touristique. Moi, je me rappelle, tu vois, à chaque fois que j'allais à Florence, à Rome ou ailleurs. Et ouais, tu as été beaucoup allé toi là-bas. Oh oui. Je fais mon pèlerinage annuel à Florence. C'est ça. Oublié. Et à chaque fois, il y avait des quarts entiers de Chinois. Mais c'était assez hallucinant, quoi. Et en fait, c'est pas étonnant qu'ils aient pris en premier et qu'ils aient pris aussi cher, quoi. Vu l'origine du virus, c'est obligé que ce soit les premiers et c'est triste. C'est vraiment triste ce qui s'est passé. Surtout que, tu vois, autant sur les... Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé sur leur politique, mais c'est vachement excusable parce qu'ils ont été les premiers à prendre ça de plein fouet, ils n'ont pas su comment gérer le truc. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus, comment dire, il faut pas non plus oublier quand même que c'est une population vieillissante. C'est une des populations les plus vieilles d'Europe. Et quand on sait que c'est sur ces populations-là que le virus est le plus virulent, quand tu mets tous les données bout à bout, ceci explique cela. Il y a un point aussi. Alors moi, il y a un truc que je trouve. Bon, alors je vais pas alimenter les théories du complot et tout. Il y a quand même un point que je trouve assez cocasse dans la situation qu'on est en train de vivre. Je pense que je fais cette émission avec toi ce soir, Nico, pour me donner bonne conscience, définitivement. J'espère que tu m'en veux pas. C'est quand même assez amusant, je trouve. Alors, c'est pas le bon terme, mais c'est ironique la situation. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, et j'en parle de plus en plus, déjà on nous a demandé de nous mettre en chômage partiel. Alors que si on s'était mis en maladie, ce qui me paraîtrait aussi logique, on était dans une situation catastrophique. Et aujourd'hui, dans la situation qu'on est en train de vivre, à savoir que si on retirait le Covid-19 de la situation mondiale actuelle, il faut quand même que tu saches qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont un problème avec les retraites. C'est quand même ironique de se rendre compte qu'aujourd'hui, quelque part, il y a certains pays qui sont en train de régler leurs problèmes de retraite, quoi. C'est dégueulasse, c'est ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que tu comprends le point que je veux souligner en disant ça? Pas forcément. Bon, ce que j'essaye de dire, c'est que malheureusement, le Covid, par exemple, sur une population comme l'Italie, il est en train de régler leurs problèmes économiques vis-à-vis des retraites, quoi. Et je trouve ça dégueulasse, en fait. D'accord. Je trouve que c'est dégueulasse parce que je sais pas si tu vois, il y a une espèce de... Moi, on en parle de plus en plus. Il y a des gens qui sous-entendent que ce virus a été trafiqué. Moi, j'ai vraiment de peine à y croire parce qu'il y a tellement de morts derrière tout ça que ça me paraît dégueulasse. Mais je peux pas non plus occulter ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une problématique de retraite derrière tout ça. Tu vois aussi cette histoire de traficage de virus, de décision volontaire, enfin toutes les théories conspirationnistes. Je pense qu'il faut prendre du recul là-dessus. Déjà, bon, de toute façon, tu trouveras toujours du grain au moulin. D'ailleurs, tu sais que je vais faire une vidéo sur, au moins comme ça, j'annonce ici, je vais faire probablement dans les prochaines semaines une vidéo sur la psychologie et théories conspirationnistes. Pourquoi c'est intéressant. Tu vas faire une vidéo sur les conspirations. Pourquoi on croit à tout ça? Pourquoi on est attiré par le complot?
à la base, j'avais fait une vidéo justement sur la pandémie au Chili, enfin, tu vois, un bilan un petit peu de tout ça, de mon arrivée et tout, et j'avais demandé ce sujet-là, et il a été demandé, et il y a beaucoup de choses d'un point de vue psychologie à parler, et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et pour en venir à ça, sur les théories conspirationnistes, à un moment donné, les théories conspirationnistes ont toujours une vision qui est, ou souvent une vision qui est, comment ils peuvent mieux nous contrôler, comment ils peuvent mieux nous gérer, comment ils peuvent mieux nous asservir. Mais ce qu'ils oublient de penser, c'est se dire, est-ce que ceux qui sont à l'origine de ces théories, cette soi-disant conspiration, est-ce qu'ils vont pas prendre cher? Oui, et là, si tu regardes... je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'en menant les actions que nous on subit, eux-mêmes ne peuvent pas être touchés par ce qui se passe? Exactement. Et là, quand tu vois ce qui se passe, ben, tous ceux qui pourraient, sur lesquels on pourrait supposer qu'ils soient à l'origine de ces conspirations-là, ben, ils morflent, ils prennent cher. Alors, donc, j'adore le sujet, je suis obligé de t'en parler. Moi, je vais quand même te souligner un fait. Je suis en train d'écrire donc ce bouquin sur la crise. Et je pense aussi que les théories conspirationnistes sont issues, alors je ne crois pas au hasard, je ne sais pas à quoi ce que je m'apprête à vous révéler, je ne l'ai pas préparé au départ, hein, Nicolas n'est pas au courant qu'on allait finir sur ce sujet. En écrivant mon bouquin, j'ai donc, vous l'imaginez, dans le livre, je repasse très succinctement, mais pour mémoire, les grandes épidémies, les grandes crises qui a pu y avoir lieu dans l'histoire humaine. Il y a un fait qui est assez drôle quand même, qui est cocasse, c'est que toutes les pandémies qu'on a eues, la peste noire, la grippe espagnole, le SRAS, tout ça a comme origine commune la Chine. Et donc, si tu veux, je pense que les gens aussi sont attirés par les théories conspirationnistes parce qu'à un moment donné, ils se disent « Attends, c'est pas possible. Comment ça se fait que nos dirigeants… une fois, deux fois, trois fois. Tu sais ce qu'on dit à l'armée? Je crois je la connais plus bien cette phrase, mais à l'armée, il y a une phrase qui dit une fois c'est le hasard, deux fois il y a anguille sous roche, trois fois il y a un traître dans tes rangs, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a une chose qui se reproduit comme ça plusieurs fois. Après, on peut l'interpréter de différentes façons. Hein. On peut se dire aussi qu'en Chine, ils font tellement de la merde d'un point de vue hygiène que c'est normal que ça parte de là-bas aussi. C'est nombreux. Mais non, mais c'est moi aussi, j'ai tendance, enfin c'est mon analyse à moi aussi. Mais moi, ce que j'essaye de souligner pour aller dans ton sens, c'est que je pense que ces facteurs-là, ça permet de construire les théories du complot. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que c'est quand même énorme. Moi, ça m'a fait mourir de rire quand les mecs à la télé te disent « Ah ben peut-être qu'on est trop dépendant de la Chine ». Ben, excusez-moi les gars, je vais être vulgaire. Vous savez que je me soigne là-dessus, mais j'avais envie de leur dire « Mais connard, c'est toi qui l'as mis en place, la politique, pour qu'on soit dépendant de la Chine. » Et maintenant, tu viens en nous disant « Ah ben, on est peut-être trop dépendant d'eux. » Ah non, mais va te pendre alors. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu vois? What the fuck, quoi. Non, mais c'est sérieux. Non, mais on est d'accord. On est entièrement d'accord là-dessus, quoi. Non, c'est intéressant. Alors, écoute, je savais pas que tu allais faire une émission là-dessus. Écoutez, bon voilà, on va en rester là parce que là on a débordé comme j'ai l'habitude de faire. C'est super intéressant. On va regarder vite fait ce qu'ils nous disent et puis on va se laisser, Nico. Ça a été un plaisir. On accorde trop d'importance au décalage entre ce virus et les actions prises. Sans parler des morts annuelles dues aux pollutions. Donc oui, en fait, il y a des personnes qui mettent en exergue le fait qu'effectivement, aujourd'hui, tu as d'autres maladies qui tuent plus de gens que ce virus. Maintenant, comme l'être humain ne comprend pas et sous-estime les exponentielles, Alex, il faut que tu comprennes que le problème, c'est qu'on redoute une exponentielle avec ce virus et que c'est ça qui crée un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, le fond du truc qui a créé tout ça. C'est que derrière, ça prenait un axe exponentiel. D'ailleurs, je vais en profiter pour te le montrer. Voilà, j'ai vu la courbe là, voilà. Regarde une seconde. Ouais. Attends, une seconde, regarde. Voilà, Alex, tu vois, c'est cette courbe-là, en fait. Tu vois, la courbe qu'il y a là, ici, que tu vois ici, qui fait qu'en fait, on a cette crainte du virus, c'est-à-dire qu'on a peur d'une exponentielle et c'est ça qu'on essaye d'endiguer, en fait. Voilà. Voilà, et TomTom nous donne la vraie phrase. Une fois, c'est le hasard. Deux fois, c'est une coïncidence. Trois fois, c'est un sabotage. C'est la phrase de l'armée. Donc voilà, Nico. Est-ce que, Nico, tu as une chose à dire à part… prenez ce magnifique livre sur l'énéagramme si vous voulez mieux vous connaître. Ce magnifique livre sur l'énéagramme qui va vous aider à vous connaître, vous trouverez sur toutes les librairies. On va peut-être arriver à faire voilà, regarde, un effet d'optique. Voilà, à part cela,
qui est comme une montgolfière qui s'envole. À part cela, non, je me suis régalé, que c'était un très bon live, que c'est amusé, que c'était intéressant, que c'est des sujets de fond et des sujets aussi qui sont délicats à aborder parce que à chaque fois on les a pris sur un prisme en particulier alors qu'il y aurait plein d'angles d'approche et c'est toujours ça qui est compliqué sur tous ces sujets-là. Mais de façon générale, moi j'ai envie de dire, c'est on est en confinement, on est un peu dans l'incertitude, on ne sait pas où ça va aller financièrement, on ne sait pas où ça va aller d'un point de vue de notre vie de tous les jours. Mais j'ai envie de vous dire juste, gardez en tête que on s'est toujours démerdé, on se démerdera toujours. Oui, quoi. On va s'en sortir les gars. On va continuer à acheter de l'immobilier. Faut pas se prendre la tête et puis on sait rebondir. Et comme dit célèbre phrase de ce grand philosophe, de cet immense philosophe qui est Friedrich Nietzsche, avec c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Nous rend plus fort. Alors, je vais finir, je vais vous quitter ici, je vais vous rappeler le programme jusqu'à la fin de la semaine. Demain, on a Yannick Alain qui est un ami de Nico Pen aussi qui vient. Jeudi, on a Olivier Seban. Bon, vous savez qu'on va parler d'immobilier avec Olivier. Et vendredi, on a François Denis. On va parler de crypto-monnaie. On va parler de Bitcoin. Ma monnaie préférée. Bitcoin, je rigole. J'espère que ça va bien se passer. Venez nombreux. La semaine prochaine, on a d'autres invités qui arrivent que je dois contacter. Voilà, on fait ça jusqu'au 11 mai. Je vous rappelle à tous ceux qui sont là que mon programme, surtout le pack, j'insiste bien sur le pack, vous n'aurez jamais plus ce prix puisque les prix vont augmenter derrière sur le pack 1 million et 10 millions qui sont sur le site. Normalement, tu ne devrais même pas le préciser. Toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà pris le pack. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils le veulent, vous trouverez le live sur cette chaîne pour y accéder, pour répondre à vos questions. Je ferai, parce qu'on m'a encore posé plein de questions dans le week-end, je ferai un autre live quelques jours avant le 11 mai puisque ça sera le jour où on va tout retirer et ça ne sera plus accessible. Merci Nico de ton temps, d'avoir passé un moment avec nous. Et puis, écoute, à très bientôt. De toute façon, ils ont l'habitude de te voir sur cette chaîne. Ciao. Ciao.